On parle d'elle comme une figure de la French Tech. L'ambition qu'elle s'est fixée, aider les entreprises à contrôler leur impact sur le climat. Elle et sa team ont déjà 332 millions de tonnes de CO2 sous gestion. D'ailleurs, on les présente souvent comme les spécialistes de la comptabilité carbone. Mon invitée est Rachel Delacour, cofondatrice et CEO de Sweep. Bonjour Rachel. Bonjour. Ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Chaque semaine, on reçoit une entrepreneur qui bouge les lignes de l'économie et de la tech et de la société avec un grand S. Merci d'avoir répondu présente. Avec plaisir. Et je lance le jingle, le temps que celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube le fassent juste en dessous. Jingle, et on se retrouve juste après. Feuille blanche. « 40 nuances de Next ». Rachel, donc merci d'être avec nous ce matin. On va parler de plein de sujets. Certains te connaissent parce que tu avais une première boîte qui s'appelait BIM Analytics que tu as revendue. Tu es investisseur, tu es au bord de nombreuses startups françaises et américaines. On parlera de toutes tes casquettes, mais si tu veux bien, commençons par Sweep. Donc je le disais, tu as refusé de voir le monde brûler et tu as voulu agir. Il y avait plein de chemins possibles pour agir dans ce sens-là. Pourquoi toi, tu as choisi celui que tu as pris avec Sweep ? Parce que déjà, moi, l'engagement, il est arrivé très tard dans ma vie, tu vois, après 40 ans. Donc, c'est pas forcément le moment où tu as envie de tout réinventer, repartir sur les bancs de l'université pour, je sais pas moi, devenir nouveau chimiste, tu vois, qui ferait de nouvelles solutions pour le plastique, etc. C'était trop tard pour moi. En revanche, moi, avec ma première entreprise, donc BIM Analytics, comme tu le disais, j'avais ce sujet de la compréhension en fait que la data peut vraiment faire changer le monde, que la data qui rend visible, si tu veux, ce qui se passe dans ton business, eh ben ça fait que tu peux prendre de bien meilleures décisions dans le pilotage de ce business-là. Et en fait, mais pourquoi ne pas avoir plus de visibilité sur tes données extra-financières finalement, tu vois, qui aujourd'hui, quand les entreprises te disent, et tu vois, on avait ce début de conversation, et tu me disais, mais attends, mais moi, quand on me demande mes données extra-financières, carbone, ESG, je sais pas, moi, comment... En fait, mais tu les as, toutes ces données-là. Tu les as, sauf que c'est vrai que te donner un système logiciel qui te permettent de collecter ces données, de les analyser, de les mettre dans les bonnes cases de à quoi ça correspond vraiment en termes de carbone, à quoi ça correspond vraiment en termes de ESG, etc. Eh ben, les rendre visibles, ça te permet finalement de prendre de bien meilleures décisions, de comprendre ce qui se passe, de te sensibiliser en tant qu'entreprise. Et ça, l'ayant fait sur des datas, avec cette business intelligence, en fait, l'ayant fait auparavant, je me disais, mais en fait, on manque peut-être cruellement aujourd'hui de business intelligence, d'informatique décisionnelle, donc de logiciels qui te permettent de prendre de bonnes décisions sur les sujets extra-financiers. Et c'est là que je me suis dit, mettons ça à profit. Au moins, je n'ai pas à reprendre 15 ans d'études ou de pratique, on va dire, de pratique. Voilà, j'ai une équipe avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans, une équipe cœur ingénieur en fait qui a envie de remonter une entreprise. J'ai mes cofondateurs avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans qui ont eu leur claque climat aussi comme moi. Et essayons de faire quelque chose autour de la donnée. Et c'est vrai que nous on a toujours travaillé avec des entreprises, on n'a jamais fait de B2C, tu vois. Et quand on avait commencé à rappeler finalement nos anciens clients de BIM Analytics en leur disant, au fait, sur ces sujets-là, comment tu fais aujourd'hui ? C'est quoi en fait ce qui est votre peine ? C'est quoi ce qui est challenging ? C'est quoi ce qui est... Et en fait, ils nous disaient, mais pourquoi tu ne refais pas de la business intelligence en fait appliquée sur ces sujets-là ? On n'a pas de système logiciel qui nous permette de tout mettre à un seul et même endroit, à côté de nos données business aussi, pour piloter finalement l'entièreté de notre responsabilité, la responsabilité d'un développement économique viable, prospère pour nos employés, pour nos clients, etc. Et puis aussi le fait de devenir cette entreprise durable, parce que si on n'embrasse pas aujourd'hui les challenges environnementaux, sociaux, de toute façon, on ne sera pas une société qui va durer très longtemps, quoi. Et voilà, donc ça a été vraiment le moteur de se dire, on a une grande partie du chemin qui est à peu près faite dans nos têtes sur ce que l'on veut amener en termes de système technologique. Et lançons-nous, quoi. Et en revanche, on se regardait en disant, on a peut-être dans l'équation loupé un truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup de pratique sur les sujets vraiment carbone, etc. Et c'est là où forcément, moi, ma casquette d'entrepreneur revient.
Pas de problème. L'important, c'est bien s'entourer, quoi. Et donc, en jour 1, allons chercher les spécialistes, en fait, avec lesquels on va productiser, en fait, on va dire, leur cerveau, quoi. Voilà. Leur cerveau très biaisé, carbone, etc. Et puis, comment est-ce qu'on productise ça et comment est-ce qu'on met ça dans un outil logiciel? Et ça, c'est complètement... c'est une question d'homme, c'est une question de volonté, c'est une question aussi pour ces personnes qui viennent aussi de cette pratique environnementale, de comprendre aussi que le combat, il peut être mené grâce à la technologie, parce que grâce au digital, le digital peut être, s'il est bien déployé, s'il est bien fait, il a un déploiement global. Et ça, c'est fantastique. Donc moi, quand j'ai commencé à expliquer aussi le SaaS, Software as a Service, à cette catégorie en fait d'acteurs qui nous rejoignaient pour faire partie de Sweep, c'est à la fois ils savaient que le digital pouvait vraiment les aider, parce que dans leur quotidien ils me disaient oh là là, tu te rends compte, on passe de mission en mission, on est des consultants, et puis ça reste dans des fichiers Excel, et puis c'est pas actionnable, et puis en fait ils nous redemandent 1 an après, les entreprises, de revenir, mais ils sont contents, ils ont un petit reporting, mais qu'est-ce qu'ils font derrière en termes d'action, quoi. Et voilà, quand nous on leur montrait des tableaux de bord de pilotage et de comment ces deux mondes-là pouvaient vraiment avoir un effet d'action, parce que moi, juste rester à la phase de collecte, de monitoring, etc., bon, c'est super déjà, parce que c'est très, très compliqué. Le monde extra-financier est encore plus compliqué que le monde financier. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais derrière, ce qui est important, c'est l'action, quoi. C'est qu'est-ce que tu fais de cette granularité d'informations-là, et surtout, qu'est-ce que tu fais à l'échelle de toute ta chaîne de valeur quand tu es une entreprise, parce que c'est bien de piloter ce qui se passe dans ton siège parisien, par exemple, mais ça ne suffit pas du tout, quoi. C'est quel type d'acteurs, de fournisseurs avec lesquels tu travailles, quel poids tu as par rapport à ces gens-là pour essayer de les faire bouger aussi. Et donc, si tu n'as pas du digital pour connecter tous ces points-là, c'est compliqué. Si tu n'as pas les bonnes méthodologies carbone imprécises, et ben, du coup, tu vas un peu taper à côté. Si tu n'es pas lié à la finance pour faire que tout le monde regarde les reporting et avance dans le même sens, ben, c'est compliqué. Donc voilà, nous, c'est tout ce qu'on essaie d'organiser à un seul et même endroit. Avant ces sujets-là, il y avait, alors il y a très longtemps, on parlait de responsables du développement durable. Après, il y a eu les responsables RSE. Aujourd'hui, toi, tes interlocuteurs, c'est aussi les directeurs financiers, comme tu le disais. Tu sens que ça a bougé? De plus en plus, parce qu'en fait, le couperet réglementaire, en fait, qui s'est invité depuis plusieurs années, fait très peur, en fait, à plein d'entreprises. Alors que, et d'ailleurs, on est surtout là pour leur dire, n'ayez pas peur de ça. En fait, vraiment, accueillez-le, parce que accueillez c'est pas qu'une contrainte. Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est justement pour ceux qui ne savaient pas du tout par où le prendre, par où commencer. Ben, en fait, c'est comme un playbook. En fait, c'est comme un guide de, ok. En tant que régulateur, on vous demande de reporter en fait vos données extra-financières de telle manière, de comprendre ça et ça et ça. Et ce qui peut paraître être une contrainte en soi, en fait, c'est génial parce que ça dit exactement quoi regarder, comment est-ce que tu crées un plan de transition, etc. Donc, il y a plein d'entreprises qui s'en rendent compte aujourd'hui, maintenant qu'elles ont les mains dedans, elles se disent, mais en fait, c'est super, quoi. C'est vraiment super parce que, et surtout, on va tous être comparés en tant qu'entreprise sur les mêmes indicateurs, finalement. Il n'y aura pas de, oui, mais lui, il a raconté ça, alors que nous, on fait beaucoup plus d'efforts là, etc. Bon, c'est le même cadre d'analyse. Donc, en tout cas, le fait qui était un des problèmes jusqu'à qui était un des problèmes, très clairement. Donc, ça remet beaucoup plus, les règles aussi du jeu, quoi. Hein, des règles qui sont européennes. Des règles qui sont européennes. Donc là, je pense à un acronyme que beaucoup d'entreprises entendent en ce moment, c'est ce qu'on appelle la CSRD. Donc, mais vraiment, c'est super, la CSRD, quoi. On parle de la CSRD heureuse, nous, chez Sweep, parce que vraiment, c'est un playbook, quoi. Et c'est formidable. Et on a la chance, moi, je suis très fière d'être européenne aussi grâce à ça, ce qui est mis en place. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu parles reporting, à partir du moment où tu parles audit, parce qu'on est en train de parler d'auditeurs qui viennent auditer donc ces data extra-financières, etc. Forcément, t'en as un dans l'entreprise qui est plutôt très, très habitué sur le sujet, qui est la direction financière, en fait, qui est le CFO. Donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus de CFO qui rentrent dans la danse, mais il faut garder, bien sûr, le Chief Sustainability Officer ou la RSE, parce que c'est celle qui va penser l'action derrière. Donc, on a pu voir un début de bataille un petit peu de clochers, entre les deux. Non, mais ça, c'est pour moi. Oui, mais non, mais attention, moi, je veux pas que tu fasses n'importe quoi non plus. Et alors qu'en fait, vu que c'est un sujet de transformation, les entreprises aussi qui sont un petit peu plus avancées comprennent qu'en fait, il n'y a pas d'histoire de je tire la couverture à moi sur les sujets de réglementaire, etc. En fait, il faut que tout le monde travaille ensemble parce que
au-delà de la CSRD et de la réglementation, il y a un vrai sujet de transition. Il y a un vrai sujet de durée dans le temps et pour toujours. Et il faut le CFO pour le reporting, mais il faut la RSE, la sustainability, la durabilité de manière générale pour l'action, pour le plan de transition. C'est pas le CFO qui va de la même manière que c'est pas le CFO qui fait tout le plan de procurement parce qu'il travaille avec les achats pour ça. Et ben voilà, tout le monde doit travailler ensemble parce que ça impacte tous les business models, les chaînes d'approvisionnement. Et autour de la table, pour les entreprises qui sont avancées, on voit qu'il y a vraiment, il y a tous les agents de la transformation. Il y a les achats, il y a la finance, il y a tout ce qui va être lié à la RSE, CSR, le CEO bien évidemment, et puis en fait beaucoup plus de l'IT bien sûr, et la data évidemment. Nous c'était les premiers acteurs qu'on essayait de voir se mettre à la table en fait de la RSE en leur disant parlez s'il vous plaît à la data, parce que ce que vous êtes en train de ce dont vous avez besoin, ça commence d'abord et avant tout par un projet de data. Et c'est là où nous, notre ADN BI nous aide. Parce que tu avais déjà ces contacts. Parce parlais leur langage. Parce qu'en tout cas, on parlait leur langage. Ouais. Alors, on parlait peut-être moins le langage de la RSE, mais en fait, vu qu'on est en capacité de parler le langage de la data, on espère aussi, à un moment donné, faire partie du jeu de la montée de la montée en savoir, quoi, sur le sujet de l'extra-fils, ça reste d'abord et avant tout un projet de data, quoi. Oui. Donc, mais c'est passionnant. C'est passionnant et tout le monde est un peu en mode start-up. Hein. Il y a même plein de grandes entreprises qui sont même sur les sujets de CSRD. Tout le monde doit aller vite, en fait. Et c'est vrai que ce qui est un petit peu injuste, c'est que ça fait 30 ans, grosso modo, que tout ce qui est services financiers, etc., ça fait 30 ans qu'ils s'organisent avec aussi des spécificités métiers internes, des recrutements, tu vois, tu as des auditeurs internes, tu as du contrôle de gestion, etc. Tu as des grands SAP, tu as du matériel technologique, en fait, qui s'est orchestré pendant 30 ans pour faire qu'aujourd'hui, les audits financiers, etc., soient nickel. Et c'est vrai qu'on demande aujourd'hui la même surface, la même mise en place de cette complexité-là, mais en 3 ans, tu vois. Donc forcément, les entreprises, elles sont un peu paumées. Mais en fait, c'est la même chose, c'est les mêmes patterns. Il faut juste aller vite, ouais, bien sûr, et c'est compliqué, c'est du changement, mais en même temps, il y a une urgence climatique qui fait qui n'attend pas. Qui n'attend pas. Et donc, ça, mis en regard de l'urgence climat, ouais, c'est comme ça. C'est à la fois contraignant, mais il y a la technologie aussi qui fait sa part. Il y a le réglementaire qui essaie de faire sa part. Et puis, il y a le consommateur aussi qui sera là en couperet pour dire... parce qu'on parle du couperet réglementaire, mais il y a un gros couperet réputationnel, quoi, dans le jeu. Juste avant de parler de ce sujet-là, est-ce que tu vois évoluer les directeurs RSE vers le board en fait, des entreprises où avant ils étaient peut-être sous la direction RH ou en fait, direction? Alors c'est très cliché ce que je vais te dire, hein, parce que j'ai pas toutes les statistiques en tête, mais c'est vrai que historiquement on a vu la RSE émaner du marketing, parce qu'en fait il y avait un sujet de communication, tu vois, de rapport créé. Donc allez, on va demander aux personnes du marketing de s'occuper de ça, parce que finalement il va falloir mettre de jolies images dans un rapport. Donc, voilà. Tu vois, c'était raconter la belle histoire avec les bons mots, etc. Et puis, sauf que ces personnes, en fait, de la RSE, les bons communicants, sont montés aussi en compétences sur les sujets d'action, etc. Et d'action RSE, hein, j'entends vraiment de durabilité et d'expertise sur ces sujets. Et en fait, on voit à quel point aussi ces personnes... Et je fais un parallèle avec le fait qu'il y a beaucoup de femmes, du coup, parce que tu comprends bien que émanant du marketing, là où il y a le plus de... C'est vrai que c'est souvent, quand tu vois des responsables RSE ou directeurs RSE, c'est souvent exactement. Et en fait, aujourd'hui, ce sont les sachants, et il y a beaucoup de sachantes sur ces sujets RSE, qui sont invités par le CEO, par le PDG, parce qu'il y a des enjeux maintenant réglementaires, parce qu'il y a un vrai sujet de durée pour toujours, quoi. Si tu n'abordes pas les sujets de la bonne manière, donc qui tu appelles, tu peux pas appeler que ton financier, tu peux pas appeler que ton directeur des achats sur la supply chain. Il faut que tu appelles aussi la RSE qui fait le job de comprendre ce qui doit être fait dans le temps, qui a tous ces benchmarks industriels aussi. Et moi, je pense aussi, et c'est tu sais, la prophétie autoréalisatrice, là, mais je pense aussi que c'est le meilleur chemin de carrière aujourd'hui pour les femmes pour accéder le plus rapidement possible au poste de CEO. Je pense qu'on va de plus en plus comprendre que la RSE, la Chief Sustainability Officer, doit devenir la CEO dans le temps. Je pense que ça va se passer comme ça. Alors après, les femmes à qui j'en parle en leur disant tu le vois le chemin là le plus rapide, peut-être que c'est le moment de court-circuiter dans l'histoire du gender balance, tu vois, des sociétés, etc. sur ces postes-là. Et il y en a certaines qui me disent ouais Rachel, oui en effet, mais
les hommes ont déjà compris aussi et veulent tous faire de la RSE aujourd'hui. Ça devient le job. Voilà, ça devient le job un peu en or parce qu'il y a un chemin. En tout cas, il y a un chemin. Il y a un chemin vers s'il n'y a pas cette réflexion extra-financière. Tu peux pas penser ta boîte aujourd'hui sans avoir ces enjeux. C'est absolument impossible. Dans un monde fini, il y aura des perdants et des gagnants. Tu vois, moi, quand on me parle de t'es pour la croissance ou la décroissance, en fait, je pense qu'on peut... De toute façon, il faut embrasser les codes de développement économique. Tu peux pas bouger 8 milliards de personnes qui sont habituées à bouger dans ce monde-là très capitalistique, avec tous ces codes-là. Tu peux pas leur dire du jour au lendemain... Enfin, sauf à ce qu'on touche vraiment le fond, et on va le toucher, hein, mais voilà, je pense qu'il faut faire avec. Et l'important, en fait, c'est donc il faut de la croissance, parce que les entreprises sont encore dans ces codes-là, le monde capitalistique est encore là-dedans. Mais les boîtes qui feront les choses correctement seront celles qui seront en croissance, aux dépens de celles qui continueront de faire n'importe quoi, mais qui vont vite ne plus avoir de clients, vont vite ne plus avoir de financement, vont vite disparaître finalement. Et tant mieux. Donc il y a un vrai jeu concurrentiel qui se fait déjà sur les sujets de durabilité. Et tant mieux. Après, voilà, c'est vrai que le régulateur aide. C'est pas juste un vœu pieux que je fais ou genre de l'auto méthode Coué, etc. On est dans un monde fini et peu importe les Trump, peu importe, dans un monde fini, dans un monde de consommateurs qui comprend quand même que ce qui s'est passé à Valence, c'est pas que de la catastrophe naturelle qui viendrait de nowhere et de personne. Non, il y a... Donc, tu vois, ça s'accélère aussi, cette compréhension-là. Et les entreprises doivent jouer ce jeu-là. Nous, on les appelle les Forever Company. Donc, on les appelle les Forever Company parce que c'est dans le mandat, que tu sois un grand directeur d'une entreprise, dans ton entreprise, que tu sois le PDG, etc., ton salaire que tu as en fin de mois, il est... Tu as ton salaire parce que tu luttes pour que ta boîte brille, que ta boîte soit la plus performante possible, etc. Et si tu ne prends pas en compte la durabilité dans ton quotidien de grand directeur, que ce soit sur peu importe ton département, tu n'es pas sur ton mandat. La durabilité fait partie de la performance aujourd'hui. La durabilité fait partie de la performance, mais ça va au-delà de juste reporter. Tu vois, reporter, cocher une case. Aussi, Voilà, c'est comment est-ce que tu penses ton entreprise dans un monde fini où il va y avoir des gagnants et des perdants et où tu as plutôt intérêt à revoir ta chaîne d'approvisionnement, à comprendre ce qui se passe. Et si tu ne joues pas le jeu de comprendre ce qui se passe, tu mérites pas ton chèque, quoi, en fin de mois. Tu mérites pas ton chèque, tout simplement, parce que tu ne travailles pas à la longévité de ton entreprise. Voilà. Et dans les boîtes plus scale-up, donc plus récentes, moins les mastodons qui existent depuis très longtemps, tu vois cette notion de la RSE rentrer plus rapidement dans les boards, dans l'organisation, ou ça vient aussi sur le tard au moment où les questions se posent justement de durabilité de l'entreprise, comme tu disais. Écoute, il y a plusieurs facteurs, j'en vois au moins deux. Déjà, le fait qu'il y a aussi une réglementation qui s'applique au monde financier, au monde de l'investissement. Alors, je vulgarise pour pas rentrer trop dans les détails, mais il y a quand même... tout un tas de règles qui sont imposées aux investisseurs, aux private equity, jusqu'aux VC, etc. et qui imposent quand même, en plus en fonction des différents articles sur lesquels se sont créés les fonds, etc. Mais n'empêche qu'il y a une volonté de comprendre ce qui se passe dans ton portefeuille d'investissement. Et eux-mêmes, on récupère de l'argent, on va dire, pour pouvoir, avec comme mandat, le fait d'investir dans des entreprises qui sont bonnes pour la planète. Donc, si tu veux, ils sont obligés de suivre à un moment donné ce dans quoi ils investissent. Donc, ça sensibilise évidemment versus, tu vois, quand moi j'ai créé ma première entreprise, on me demandait évidemment pas ça. Bien sûr. Donc, c'est chouette, tu vois, parce que ça veut dire qu'au démarrage, les critères on te demande, tu vois, quand tu grandis, choisir. voilà. Donc, il y a ça. Et puis après, il y a le fait qu'aujourd'hui, c'est pareil. Moi, quand j'ai créé ma première entreprise, les sujets de Bicorp, les sujets de société à mission, ça n'existait pas. C'est vachement bien, en fait, aussi de se dire... c'est très contraignant, mais nous, on a fait le choix aussi de vouloir être une Bicorp. Et puis, voilà, on se fait labelliser tous les 4 ans et c'est pas simple, tu vois, parce que pareil, le cahier des charges, il est pas simple. Franchement, c'est très difficile de cocher toutes les cases. On se fait aussi, on est en tant que société à mission, on n'est pas juste une société qui a une mission. Attention, le terme société à mission avec vraiment le poids légal aussi, l'audit, tu vois, on est audité financièrement, mais on est aussi audité par ce qu'on appelle un OTI, en fait, un organisme tiers indépendant qui audite notre mission. Est-ce qu'on est bien sur notre mission, qui est celle d'aider les entreprises, en fait,
à être sur une trajectoire de réduction de leurs émissions carbone et à être bonnes pour la planète. Ça, tu vois, tout ça, on se fait auditer là-dessus. Et ouais, c'est contraignant, c'est de l'argent, c'est du temps, très clairement. Mais pour moi, c'était aussi la manière de cranter la deuxième société, quoi. Tu vois, dans le monde, tu crées en 2020. Pour moi, cette décade-là, tu peux pas ne pas t'imposer d'être comme ça, quoi. D'être sur ces sujets-là. Et en plus, sur ces sujets-là, puis tu promeus c'est ce que je promeux. Et puis surtout, sas. tu dis, tu vois, moi, demain, je disparais pour X raisons. C'est quand même chouette de se dire que ce que l'entité que tu as créée, elle a des bases à moins de la dissoudre, cette société, ces bases-là doivent être respectées. Et ça, je trouve ça chouette aujourd'hui, tu vois, de se dire, tu vois, on parle de Bicorp, etc., mais le concept de société à mission est beaucoup plus fort, vraiment beaucoup plus fort. C'est vraiment inscrit dans les statuts. C'est très puissant, en fait, et on le sait pas suffisamment, mais ça permet vraiment de cranter qui tu es en tant qu'entreprise. Et je pense que c'est un pare-feu aussi pour les salariés qui te rejoignent, de savoir que demain tu peux pas changer. Tu vois, on a fait une très grosse levée en très peu de temps qui nous a amené à 100 millions très rapidement de levée de fonds. Tu peux pas devenir Shein, quoi. Ouais. Voilà. Tu vois. Et ça, c'est quand même hyper important. C'est un garde-fou aussi pour. C'est hyper important pour tout le monde, en fait. Pour tes clients, pour tes salariés, pour l'histoire que tu crées, parce que et pour ce que tu laisses après, parce qu'on est dans nos sociétés digitales de service, mais comme pour beaucoup d'ailleurs, hein, tu vois, ce ne sont que des gens avec un ordi. Oui. Je veux dire, on n'est rien d'autre que des hommes et des décisions, on comprend quoi. Et puis il y a un ordi qui fait qu'on se parle par Slack ou par téléphone, mais ce n'est que ça. Donc en fait, il y a toujours aussi vachement d'ego sur ces sujets. Qu'est-ce que tu fais en fonction du marché, etc. Nous, il y a des frontières qu'on ne pourra pas transgresser. Voilà, grâce à ça. En intro, je parlais de 332 millions de tonnes de CO2 sous gestion. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les sociétés qui utilisent Sweep et qui cartographient leur carbone le plus proche, on va dire, le carbone lié aux énergies qu'elles vont utiliser sur place et genre, je te fais pas un cours sur le carbone, mais il y a différents scopes, tu vois, c'est comme des espèces de cercles autour de toi, autour de l'entreprise, j'entends, et le fameux scope 3, c'est, tu vois, ton carbone est toujours mon carbone au final. Et quand tu es une entreprise, quand tu fais travailler tes fournisseurs, en fait, leurs émissions carbone sont à un moment donné un peu les tiennes, et elles sont dues aussi à ce que tu vas leur demander, etc. Et en fonction de où tu leur demandes, eux-mêmes vont utiliser, par exemple, une énergie beaucoup plus carbonée, parce que toute ta chaîne de valeur n'est pas en France, très nucléarisée. Donc, du coup, cette énergie-là, elle va être plus ou moins très polluante. Donc, comprendre ça, réussir à mettre des chiffres sur cette espèce de choses très invisibles, finalement, tu vois, et puis se dire, waouh, en fait, j'ai tout ça qui est mis dans ma chaîne de valeur. Et bien, en fait, tout ça, quand on compte tous les clients que nous avons chez nous qui ont mis des chiffres sur cette étendue de responsabilité d'émissions carbone, ça représente ça. Et en fait, de mémoire, alors attends, j'ai plus le chiffre exact, il faudrait que je l'ai quand même, mais tu vois, en France, on est un peu plus de 400 millions le pays, hein, j'entends, et un peu plus de 400 millions de tonnes de CO2 émises par an. Donc en fait, si tu veux, t'es en train de parler c'est comme si nous, avec ce logiciel-là, on responsabilise en tout cas la lecture de cette data-là, à hauteur de presque un pays, de presque les émissions d'un pays comme la France. Ouais, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et nous, si tu veux, c'est ça fait partie des drivers et des indicateurs clés aussi de notre impact. C'est combien on met à la vue, en fait, des décideurs d'entreprise. Parce qu'une fois que tu as ça, t'as beau ne pas être très intéressé par tout ça. Quand tu le vois, tu vois, c'est toujours pareil. Une fois que tu vois la data, t'es un PDG, tu vois ça, tu dis, waouh, mais moi, je fais quoi versus les autres ? Ah ouais, mais nous, on fait vachement plus, en fait, versus... Ah waouh, c'est embêtant dans le temps. Un peu, ouais. Et tu vois, à partir de là... Ça oblige à agir, en fait. Ça oblige à agir parce qu'à partir du moment où tu commences à comparer... Quand tu es un entrepreneur, un PDG, etc., qu'on commence à te comparer versus d'autres qui font mieux que toi, et que tu sais que ça va être un sujet compliqué dans le temps, évidemment que tu agis. Et c'est là aussi où tout ce qui est réglementaire, reporting, etc., ce qui est génial, c'est que ça harmonise la lecture de telle boîte versus telle boîte,
ben ouais les gars, là il y a une grosse différence. Et franchement, on vous a demandé de reporter les datas de la même manière. Donc là vraiment, vous pouvez pas dire oui, mais lui ci, mais lui ça. Non, parce qu'en fait, quand il y a l'audit dit que vous avez tout opéré, voilà, de la même manière. Donc ouais, là, bon élève, pas bon élève. Et quand tu commences à donner des points, tu commences à donner des points aussi. Tes propres clients vont préférer contracter avec celui qui fait les choses à peu près mieux que l'autre, parce que eux-mêmes, en fait, le carbone ton carbone de boîte, en fait, tu vas devenir le carbone de ton client. Donc, en fait, lui aussi, il est forcément le client d'un autre. Et tu vois, le contractant d'un autre. Et c'est l'effet domino, en fait. Et c'est l'effet domino. Et bien sûr que tu as envie de contracter avec ceux qui sont les moins émetteurs dans le temps. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, surtout aussi, quand tu veux te refinancer, ta banque, pareil. Ta banque Donc, tu vois, là, tu as un impact sur ta top line, revenu. Ouais. Et puis, sur ta bottom line, on va dire, tu vois, sur le côté accès à du cash à moins cher. À pas cher, en tout cas, tu as des banques qui vont dire, attendez, moi, j'ai 2 boîtes à financer, là. Si je dois faire un compromis, parce que, pareil, le financement des émissions, tu vois, de mes clients, impacte la banque. Donc, c'est tout ça qui doit être rendu visible, c'est tout ça qui doit être harmonisé en termes de règles pour que le comparatif soit facile pour chacun des acteurs, tu vois. Et là, il faut de la data, il faut du reporting, et de la data, surtout avant tout. On en a parlé, je rajouterai encore une line à ce que tu dis, parce qu'on en a parlé avec Laura Bollier de Climate Dividend, qui était à ta place il y a quelques semaines. C'est que ces indicateurs, ils peuvent aussi influer une vente et un rachat de boîte. Ah, mais complètement. Aujourd'hui, dans tout ce qui est opération dite de M&A, donc d'acquisition et de fusion-acquisition, pardon. Aujourd'hui, le sujet RSE, ESG est forcément mis sur le tapis. Dans tout ce qui va, tous les contrats qui vont être signés, de la fameuse due diligence, en fait, qui va être regardée, ça fait vraiment partie aujourd'hui parce que, est-ce que tu as envie de... Pareil, tu as plusieurs candidats, tu es en entreprise, tu as le même montant pour racheter 2 entreprises. Tu préfères laquelle au final? Tu préfères celle qui a commencé à se préparer pour le futur ou celle qui en fait va te donner un scope 3 de malade et va te mettre dans une situation de transformation qui va te coûter encore plus cher que ce que tu vas mettre sur la table pour l'acquérir. Tu vois, c'est là que c'est vertueux, ce côté data, transparence, ce côté... Alors je comprends toutes les entreprises qui freinent et les lobbies, etc. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Et puis c'est la contrainte, donc forcément. Et c'est là où il faut vraiment se battre fort pour... Et je suis hyper contente de voir quand même que cette fameuse CSRD, tu vois, il y a tous les 6 mois, il y a, oh là là, puis là, en plus avec Trump, mais elle va être retoquée, on va l'amoindrir, on va la rendre moins forte, on va dire, en termes de demande, d'indicateurs, etc. T'as plein d'entreprises qui aujourd'hui disent non, attendez, c'est vachement bien parce qu'en fait c'est une valeur. On a compris en démarrant tôt que ça nous assure une valeur. C'est une création de valeur pour le futur. Et là, tu vois, moi, je suis pareil après 4 ans d'entreprise, donc ça fait grosso modo, tu mets un gros 2 ans avant d'avoir des clients qui commencent à raconter des histoires intéressantes. Donc là, tu vois, au bout de 2 ans de plus, donc au bout de 4 ans, on commence vraiment à avoir des entreprises qui nous disent par A plus B, après plusieurs années de reporting, non mais en fait, on voit un vrai ROI, quoi. On voit un vrai retour sur investissement de ce que l'on fait, parce qu'on est en capacité d'aller chercher du revenu. Grâce à ça, on est en capacité d'aller chercher des financements à moins cher. Tu vois, et là, je pense qu'on il y a les vertus, en fait. Ouais, en fait, en 2025, je pense qu'on va commencer j'entends dans le monde entier, et bien sûr, plus les entreprises européennes, parce que c'est celles qui sont contraintes depuis le plus longtemps, qui sont plus avancées dans ce genre d'analyse, qui vont pouvoir, un peu plus, qui peuvent se projeter et qui sont les plus armées pour le futur, et qui donc créent de la valeur future. Si on revient un peu en arrière, on dit toujours que Rome, c'est pas fait en un jour. Là, tu viens de dire justement les 2 premières années, il faut mettre les choses un peu au point. Et là, au bout de 4 ans, on voit des belles stories. Quelles ont été les grosses difficultés ou les grosses claques ou les portes qui se sont fermées quand tu es arrivé avec le projet? C'est toujours pareil, le côté... tu t'engages des conversations clients et puis au final tu vois ils veulent à la fois tout remplacer. Ils ont bien compris qu'Excel ça peut pas grandir. Excel c'est je veux dire, tous les éditeurs de logiciels tout confondu, ils ont un compétiteur
forever dans le monde. Voilà, du mec qui toujours, fait du CRM. C'est Excel, quoi. Je veux dire, Excel est un outil formidable. Mais il y a un moment donné, quand tu veux embarquer des gens, quand tu veux te faire auditer, quand tu as une multitude de données... c'est pas très user-friendly, excuse-moi. Non, alors moi j'adore Excel. Mais ça, c'est l'ancienne contrôleuse de gestion qui te parle et qui masterise Excel. Et qui trouve que c'est formidable. Mais n'empêche que c'est cool quand t'es seul face à ton fichier, quoi. Mais après, quand tu commences à devoir embarquer du monde, automatiser et puis travailler sur de très grande volumétrie de données, ça commence à être un peu plus... Et puis injecter du métier qui doit être audité, qui change avec des règles et tout. Quand toi, tu vois, dans ta boîte, t'es pas forcément à l'EFRAG, à l'Europe, pour te dire exactement comment refaire le jeu. Bref, tout ça pour dire que, oui, ce qui est un peu... en fait, la claque pour moi, ça a été de voir que ceux qui étaient en charge, donc la RSE, CSR, etc., ceux qui étaient en charge de ces sujets avaient finalement assez peu de culture data. Et qu'en fait, on voyait, même quand on voyait des RFP arriver, on voyait très peu de demandes liées à la volumétrie des données qui seraient en entrée. Est-ce que vous, éditeur, vous êtes capable de gérer ce genre de données, etc. Et donc, si tu veux, tu comprends que ça n'a pas encore vraiment percuté sur le sujet de la data et donc maintenant, tu vois, t'apprends à dire est-ce que vous avez bien l'IT, est-ce qu'il y a bien la data. Ça, c'est des claques aussi où du coup, ces gens ces départements, c'est pas forcément ceux qui sont les mieux financés, j'entends, c'est pas forcément ceux qui ont les budgets nécessaires pour l'action. Et c'est là aussi où tu te bats, t'essaies de leur donner un maximum de clés pour leur dire appelez l'IT, appelez la data. Le CEO, il faut lui parler comme ça pour avoir le budget. C'est pas ceux qui savent acheter du logiciel à la base, tu vois. Et donc, il y a tout ça. Donc, alors, ça fait du coaching au départ, un peu. Mais toujours, toujours. Et nous-mêmes, on découvre, en fait, parfois, il y a des choses qu'on imaginait être hyper évidentes, quoi. Et puis, en fait, t'es là, ah ouais, non, en fait, tout le monde... Donc, vu que tout le monde est un peu en mode start-up sur ces sujets, le client aussi, tu vois, il y a un côté, non mais nous on avait l'habitude de faire tout ça comme ça, et puis en fait vu que c'était sur Excel, pourquoi ça me coûte pas que 5 000 € par an? Ben ouais, mais non, en fait c'est un projet de data, quoi. Donc, et tu vois, et voilà, il y a, et c'est là où tu te rends compte que on parle d'un sujet de transformation, que c'est exactement les mêmes patterns que quand il y a eu la transformation digitale il y a 15 ans. C'est la même chose, tu vois, il y a 15 ans, le PDG te disait, non, attends, la transfo digitale, c'est le gars de l'IT qui va la gérer. Mais bien sûr. Non, mais c'était ça. C'était ce qu'on entendait. Moi, quand je vendais la business intelligence complètement distribuée, 100% cloud, SaaS, on me disait, la data dans le cloud, non, mais n'importe quoi. Bon, voilà. Et c'était les mêmes qui surconsommaient Salesforce. Tu vois, et t'es là, t'as toutes tes données clients dans le cloud, et là, t'es en train de me dire... Bon, tout ça pour dire que ça prend du temps. Donc, comme tu connais le pattern, tu sais désamorcer les bombes. En fait, et puis surtout, déjà, je le comprends pour moi-même. Donc, je comprends qu'on est sur un sujet de marathon, un sujet de temps long, parce que je crée des boîtes à chaque fois. Parfois, je me dis, tu n'en recréeras jamais une troisième. Parce qu'à chaque fois, je le prends dans une période de transition, de transformation des boîtes. Et c'est là où il y a... C'est pour ça que ça marche aussi. C'est ce qui est très intéressant. C'est ce qui fait que tu crées aussi une valeur d'asset très intéressante pour tes investisseurs parce que tu es pile dans un moment de transformation. Après, c'est là où c'est plus facile aussi de se prendre les pieds dans le tapis parce que comprendre des transformations, etc., t'as intérêt d'être bien financé, t'as intérêt d'avoir la bonne équipe, t'as intérêt... Bon, après, de manière générale pour les entrepreneurs, mais encore plus sur des sujets où il n'y a pas eu beaucoup d'éditeurs avant toi, tu vois. C'est ça qui est compliqué. D'ailleurs, t'as des concurrents directs. Ouais, j'ai des concurrents directs, heureusement d'ailleurs. Moi, je me mets dans la catégorie des pure players, tu vois, sur ces sujets. Je suis pas une émanation d'un Microsoft, par exemple, qui va faire des choses sur la sustainability, et c'est très bien. T'as Salesforce qui s'est lancé aussi sur ces sujets de sustainability. T'as SAP, évidemment. Tu vois, tous ces gens qui sont assis, entre guillemets, sur énormément de data se disent, mais on va faire émerger un module, en fait, qui va permettre de les... Voilà. Ce qui est assez logique. Et après, tu te rends compte aussi que, il y a toujours un très, très beau chemin pour un pure player parce que on fait l'espèce de dernier kilomètre d'expertise métier, quoi, tu vois. Et si on arrive à contracter avec grandes entreprises aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses qui pêchent aussi côté très grands éditeurs, très reconnus, etc. Donc, puis la planète est vaste et puis le sujet est vaste. Donc, voilà. Donc, moi, je me fais pas trop de soucis pour notre développement. Mais ouais, heureusement qu'il y a des... Et puis après, il y a des pure players comme nous aussi qui sont partis directement sur ces sujets. Aux États-Unis, il y en a en France. Après, soit on va adresser des segments, en fait, des tailles d'entreprises un peu différentes, soit il y en a certains qui vont être très verticalisés. Il y a eu pléthore parce que le sujet est aussi hyper intéressant et promis à un grand futur, on va dire, même financièrement parlant, j'entends.
t'as énormément d'offres, en fait, qui ont commencé à pop-up de partout sur le marché. La dernière fois, on a refait un tour. Je pense qu'on est à 130 éditeurs aujourd'hui dans le monde, tu vois, qui sont... pour les investisseurs, c'est un calvaire à comprendre. Pour tes clients, c'est un calvaire aussi à comprendre. Bah non, mais attends, lui, il me dit qu'il fait la même chose pour 10 fois moins. Ouais, bon, alors attends. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est à nous d'être bons, de toute façon, dans ce qu'on va... Ça permet d'évangéliser sur le sujet. Déjà, ça évangélise, c'est super. Puis ça permet aussi ça te force aussi à être meilleur en pitch, hein, voilà, bien comprendre tes avantages, tes inconvénients. Et puis vous avez fait le choix d'être international Day One. Ouais, ce qui nous a aidé aussi, c'est le fait qu'on était déjà des cofondateurs on était européens, mais il y en avait un au UK et puis qu'un Suisse allemand d'ailleurs, bref, avec un Rich, voilà. Et puis en France, et puis après, c'est vrai qu'on a tout de suite eu des investisseurs américains. On a très très beaux business angels qui sont dans la Silicon Valley. Ça, c'était pour le temps où je m'étais dit, il faut qu'on ait des espèces d'agents dormants, entre guillemets, dans la Silicon Valley pour notre développement US, quand ce sera le temps, quand ce sera le bon moment. Et voilà, c'est super, j'essaie de penser toujours, bien sûr, à 2, 3 années, 4 années, plus loin, quoi. À quel moment tu te diras, c'est bon, là, j'ai fait le job ? Je crois on est des éternels insatisfaits, quoi. Hein. Je pense que en tant qu'entrepreneur, mais toi aussi, hein, j'imagine, mais ouais, t'as l'impression... Alors, c'est terrible, puis après c'est très humain aussi, mais tu vois, dans une journée, tu peux avoir une excellente nouvelle, une signature d'un super contrat, ou alors un témoignage client qui est vraiment génial. Et puis, il va y avoir un truc où justement, tu vas avoir un retour. Ouais, mais non, mais moi, je suis pas content à tel et tel endroit. Et où d'un de tes salariés, et où d'un de tes clients. Et tu vas te focaliser là-dessus, tu vois. Alors que tu as eu des trucs top aussi qui sont des feedbacks. C'est comme ça. Donc, à quel moment j'aurais fait le job ? Écoute, déjà, c'est vrai, quand on voit les millions sous gestion de tonnes de CO2, tu te dis, bon, il y a quand même un truc qui se passe. Vous avez un objectif pour 2025 ? Écoute, c'est compliqué de se donner ce genre d'objectif-là. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tes que ce soit au minimum plus important que, en termes de taux de croissance que ton chiffre d'affaires, tu vois, pour vraiment montrer ce côté très exponentiel lié au scope 3, tu vois, montrer vraiment que tu es en capacité. Et puis surtout, ça veut dire que pour, par exemple, un client que tu as signé à un moment T, donc tu vois, on est sur un SaaS, donc sur un abonnement annuel, ce même abonnement-là tous les ans, en fait, finalement, il reste identique, on va dire, mais tu vois, le CO2 qui est embarqué au fur et à mesure par ce même client-là, tu vois, faut que lui, il évolue. Ouais. Donc, tu vois, il faut qu'il y ait vraiment... Ce que je regarde, moi, c'est cette presque décorrélation, mais tu vois, de l'existant, en fait, comment est-ce que le CO2 sous gestion continue d'évoluer fort. Vous avez déjà fait quelques acquisitions, en tout cas une acquisition ? Oui, d'une jeune entreprise qui était basée à Londres et qui avait des salariés un petit peu partout dans le monde, mais qui était surtout qui avait vraiment fait le pari de naître avec que des profils très très bons en intelligence artificielle, et pour injecter, de prendre en fait le sujet des données en fait extra-financières via cette espèce de prisme de l'IA tout de suite from scratch, si tu veux. Et c'était hyper intéressant de la manière dont ils avaient avancé. Après, voilà, ils ont eu des sujets de pas forcément réussir à le monétiser très correctement, etc. Puis surtout, c'est vrai que l'IA pour l'IA, ça amène pas grand-chose. Il faut que cette IA-là, elle soit injectée sur la bonne data management platform. Enfin, il faut que tu vois sur les data que tu peux... Le métier que tu as déjà mis en place, comment est-ce que ça peut aider le client ? Au final, il faut que ça ait de la valeur d'usage, quoi. Et en fait, on les a intégrés, on les a rachetés. Et c'est super intéressant, quoi, de voir... de remettre cette brique IA. De remettre cette brique, parce qu'en plus, puis nous, on avait déjà de belles... beaux profils d'ingénieurs aussi chez nous, mais ce sont des ressources rares, quoi. C'est compliqué de se muer en ingé IA, tu vois, du jour au lendemain. C'est des ressources qui sont compliquées à avoir, quoi. Donc on est hyper contents parce que, et tu vois, on pense à la data chiffrée, mais la CSRD, par exemple, tu vois, ce sujet de reporting, c'est aussi, vu que ça te demande des plans de transition, ça te demande beaucoup de verbes, de mots, tu vois, de phrases et de sujets, verbes, CO2. Et COD, pardon. CO2. Excuse-moi. Mais le lapsus, c'était marrant. C'est clair. Voilà. Mais c'est vrai que l'IA te permet, par exemple,
quand tu dois justement reporter de manière avec de la data qu'on appelle non structurée, et puis avec de la data textuelle, l'IA peut aller regarder tout ce que tu as déjà écrit dans tes rapports, ce que tu as fait auparavant, et peut te donner un démarrage de réponse sur la question qui t'est déjà posée. Voilà, l'an dernier, vous aviez déjà fait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, cette IA, ça ne veut pas dire que c'est la vérité vraie. Ça veut juste dire que déjà, tu peux le relire, que deux, tu pars pas d'une feuille blanche. Donc, tu vois, quand les entreprises te disent « Oh my God, je sais pas par où le prendre, etc. » Et ben cette IA-là, elle te permet aussi de te mettre des pieds à l'étrier en disant « OK, c'est pas complètement farfetch, quoi, ce qui m'arrive. Ok, je vais regarder ce que ça me propose. Et puis, je vais retravailler à partir de cette base. Donc, en fait, c'est excuse-moi pour l'anglicisme, mais c'est vrai que cette IA, c'est d'abord avant tout du time to value, quoi. Tu vois, du temps. En fait, c'est ça, c'est du temps que tu gagnes. Que tu sois content du résultat ou pas, n'empêche que ça t'a fait aller vite dans un début de réflexion. Tu prends pas, top in, top out, machin. N'empêche que tu démarres. Et puis, quand tu vois l'urgence climat, tu te dis, bon, ok, ça... Moi, l'IA, bien sûr, ça consomme énormément de ressources, etc. Et d'ailleurs, j'espère que tout ce qui est GAFAM, etc., ils vont faire le job de se muer, en fait, que ça va devenir les nouveaux EDF, etc. Tu vois, c'est des gens qui, de toute façon, ça fait partie de leur modèle économique, d'être sûr que l'énergie qui est nécessaire pour cette IA-là, elles ne viennent pas complètement mettre à mal leurs unités économiques, tu vois. Donc, je me dis qu'ils vont être suffisamment intelligents, enfin, je l'espère très fort, pour rationaliser cette consommation d'énergie ou être sûr qu'ils vont la consommer de la manière la plus propre, moins chère possible. Propre en tout cas, pour le coup. Et tu vois, je me dis, ils sont en train de devenir des power compagnies, ces gens-là. Bref, donc mais cette IA-là, on en a besoin pour aller vite, en fait, en termes de compréhension de la data, faire que avec cette IA, t'as plus vite ta data face à toi, t'as plus vite des débuts de réponse, t'as plus vite des benchmarks de société. Non, tu vois, je fais quoi comme action ? Il dit quoi ? Enfin, qu'est-ce qu'elle dit, cette IA-là, dans mon industrie ? Il y a des gens qui font quoi, où, quand, comment, mieux que moi ou pas. Tu vois, c'est ça, quoi. Déterminant. Donc j'y crois. Moi, je crois à ça, malgré, bien sûr, la consommation d'IA. Mais je pense que justement, ça va forcer, en fait... ces grands providers-là à trouver des solutions. En tout cas, ils vont pas avoir le choix parce qu'économiquement parlant, va falloir qu'ils soient très très vite ingénieux, quoi. Ou couper les sources plus tôt. Ils vont peut-être prendre Sweep pour suivre. Tu sais, après, c'est pour en avoir parlé avec le CSR la CSR, d'une très grande, d'une des GAFAM, la personne qui est juste, qui parle avec, enfin bref, moi je vais pas donner le nom du coup, mais qui parle avec le patron. Et elle me fait le problème, Rachel, c'est que sur les sujets de CSR, etc. Elle me dit le problème, c'est qu'on est dans des entreprises où, dans une GAFAM, le problème c'est que dès que tu veux un logiciel métier qui va t'aider sur X, Y, Z, t'as tous tes ingénieurs qui sont hop, il n'y a pas de data qui sort, t'inquiète, on va te le faire. Elle dit, mais est-ce que tu crois qu'ils vont vraiment être en capacité de me faire mon truc de CSRD ? Évidemment que non. Évidemment que non, ils vont pas me le créer, ce logiciel dont j'ai besoin. Mais elle me dit, le problème dans nos sociétés, c'est ça, c'est qu'au moindre truc que l'on veut, c'est non, on va te le créer. Ouais. Mais sauf qu'elle me dit, autant te dire que du métier comme ça, injecté, ils vont pas le créer comme ça. Donc voilà, c'était à la fois... Je sais toujours pas ce que je dois en penser, si je dois si je dois trouver ça drôle ou si je dois trouver ça terrible, mais bon, voilà. En tout cas, je sais qu'ils ont de bons auditeurs, qu'ils ont de bons consultants, donc je me dis, c'est ces gens-là qui vont faire le job, mais voilà. Je propose qu'on passe à notre rubrique le contrat. Le contrat. Avec YouSign. Alors, c'est la deuxième fois qu'on lance cette rubrique en partenariat avec YouSign. YouSign, on le sait, signature électronique française, solution française. Bravo. La vie d'un entrepreneur, finalement, elle est jalonnée de contrats qui peuvent transformer sa vie, celle de ses collaborateurs, la vie de l'entreprise. Et je te propose qu'on se replonge ensemble dans une de ces signatures qui a changé ta vie ou celle d'une entreprise. La mienne, alors je la raconte souvent, mais c'est vrai que c'est celle de l'acquisition, en fait, de la première entreprise. La vente de la plateforme. La vente, pardon, ouais. La vente, forcément, en fait, au moment où tu signes, t'es en train de signer, tu sais que t'es en train de signer des mots sur des papiers, là, sur des feuilles, qui vont changer ta vie, matérielle en tout cas. Tu t'en rends compte au moment où tu signes ? Je me rends compte au moment où je signe. Je me rends compte au moment où je signe. Je me dis, waouh, il y a un avant et un après ce moment-là que je suis en train de vivre là maintenant, là dans ce présent-là. T'as compté le nombre de signatures que tu avais fait ce jour-là ? Ah, c'était incroyable, c'était dingue, c'était dingue. J'avais vraiment un amoncellement de papiers. Ça,
tu te dis, bon, tu vois, versus les YouSign, pardon, qu'on a l'habitude de signer, genre avec une signature, voilà, en 3 secondes chrono, c'est fait, et tant mieux. Bon, ben là, voilà, c'est vraiment ça te prend plus d'une demi-journée pour vraiment tout signer, paraffer, etc. Bon, c'est le jeu, c'est aussi sympa, c'est le moment où tu es avec les nouveaux partenaires aussi, c'est le moment où tu célèbres plein de choses avec tes cofondateurs, c'est le moment où tu es en panique complet de te dire, mais est-ce qu'on fait pas n'importe quoi non plus, tu vois. En fait, ça, c'est vite balayé parce que tu as mûrement réfléchi, mais quand même, tu vois, tu as toujours cette espèce ce moment d'incertitude. Ce moment, ouais, en fait, puis c'est surtout par rapport à tes salariés, à tes collaborateurs, en fait. Tu te dis, il y a les promesses qu'on te fait, de ce que tu es en train de signer pour eux aussi. Voilà, en espérant puis, juste que tout ça va... La transition et ce qui se passe réellement après. Être sûr que tout ça va vraiment être pour tes clients aussi actuels que tu as dans ton portefeuille, tu vois. Est-ce que tout ça va bien tenir le choc de 6 mois, 12 mois, 18 mois, tu vois. C'est tout ça, quoi. Donc, il y a tout un tas de... Tu sais que cette petite signature-là, avec tes 2 doigts, là, ça implique beaucoup, beaucoup de choses pour beaucoup de gens, en fait. Et voilà. Toi, tes acquéreurs, ils étaient américains ? Ouais. Les négos, rapidement... On va pas faire un cash out là parce que sinon Thomas sera... Non, mais les négos, moi j'ai été extrêmement chanceuse d'avoir des gens hyper déjà absolument bienveillants, 2 qui voulaient aller vite mais qui voulaient faire quand même les choses bien. J'ai eu une chance de dingue aussi d'être accompagnée par un avocat hors pair depuis longtemps, donc qui nous connaissait bien aussi et qui du coup en plus d'être très compétent, ça, parce que c'est pas tous les avocats qui sont très compétents, c'est comme tout, c'est comme dans tous les métiers. Mais c'est vrai que moi, c'est souvent ce que je dis aussi à d'autres entrepreneurs, n'économisez pas trop sur l'aspect légal, parce qu'on a l'impression que c'est très, très, très cher, etc., et qu'on pourrait faire mieux avec... attention, parce que dans le temps, c'est Toi, vraiment... t'as eu des mauvaises surprises ? J'ai eu une mauvaise surprise au tout début de la première entreprise parce que j'avais pas d'argent en fait pour payer très cher un avocat, mais qui a vraiment failli nous planter fort justement au moment du premier seed en fait de la première entreprise. On a eu des investisseurs sympas qui nous ont dit bon attends, en fait tu vas revoir ta copie parce que là si on signe tous là t'es morte en fait. Voilà, ça c'est pas évident parce que bon, un avocat, t'as le côté sachant, j'ai envie de dire un médecin, comme un chirurgien. C'est ce que je vois dans toutes les startups, les primo-entrepreneurs, en fait. Non, mais j'ai pris un avocat. Ouais, mais en fait, mais qui ? Challenge, parce que mais c'est... Voilà, quand tu n'es pas habitué à ce genre de... Mais même encore en 2024, je parle avec des entrepreneurs qui me disent « Non, mais c'est bon, il est avocat. » Non, c'est pas parce qu'il est avocat que... Voilà. Donc, vraiment prendre des références et puis pas hésiter à travailler avec des cabinets un peu chers, quoi, tout simplement. Et donc, bref, tout ça pour dire que dans cette salle, je me sentais vraiment en confiance aussi. Et tout a été limpide, rapide, bienveillant. Alors déjà, je pense pouvoir dire quand même qu'on avait créé une belle première boîte et qu'on était très fiers de nous et qu'on n'était pas des gens ni compliqués, ni... on n'avait rien caché, tu vois. On a toujours été très transparents. Et en fait, c'est là aussi où tu vois que ça paye d'être transparent dans ton quotidien d'entrepreneur et d'entreprise parce que au moment de ce genre de liquidity event, quoi, et ben en fait, tu as déjà fait le job d'ouvrir les livres très souvent, très rapidement, en contrôle, quoi, si tu veux. Donc en fait, tout ça fait que ça va vite. Donc déjà, tu es assez contente de ce que tu as pu faire. Mais voilà, le fait d'être très bien accompagnée... Après, c'est pareil, hein, c'est l'entretien de relation. Hein, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Peut-être la recommandation aussi. La recommandation pour... C'est-à-dire quand tu cherches les bonnes personnes pour s'entourer, tu parlais oui, non, mais ça c'est clair que de faire comment dire l'exercice en fait parfois tu vois la personne, tu dis non mais vas-y c'est bon, plus il y a eu un fit etc. Non, faut juste faire 2-3 petits coups de fil, enfin faut juste passer 2-3 parce que c'est important. Ouais, parce qu'on sait jamais. Tu ne regretteras pas. Je crois que nous avons une question surprise. Vous avez un message. Je suis d'abord tentée par te demander quel sera ton prochain voyage avec tes sœurs. Mais plus sérieusement, imaginons l'après-sweep quelques instants. As-tu déjà pensé à une autre cause pour laquelle tu aurais de l'énergie ? C'est donc une question d'une de tes sœurs ? Ouais, qui est très chouette. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que elle bosse en plus dans l'immobilier. Écoute, une autre cause, alors bon, c'est vrai que tant que celle du climat ne sera pas franchement résolue, ça va être compliqué de faire autre chose, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée récemment, je dirais, c'est
Tu vois, les familles monoparentales, les femmes qui sont encore, quand elles divorcent, celles qui sont les moins financièrement aidées. Et en fait, tu vois à quel point le sujet du relogement est un cauchemar. Un cauchemar. Et moi, je suis dans une région, je vis à Osgore principalement. Et c'est vrai que, tu vois, ces sujets d'accès à un logement en location à l'année sur une côte comme celle-ci, c'est impossible. Tu vois, trouver... Donc, quand tu es dans une situation de rush parce qu'il y a un divorce ou quoi, tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose... J'ai vu, en fait, puis là, moi, j'ai 45 ans, donc j'ai vu beaucoup de choses se passer. Et j'ai vu plein de familles comme ça, plein de femmes, en fait, avec les enfants qui ne réussissent pas à se reloger. Et je me dis, il y a forcément un truc à faire, quoi, tu vois, sur ces sujets du logement. Voilà, mais bon, on n'y est pas. Mais c'est quelque chose qui m'a touchée, qui m'a surtout, j'arrive donc dans la quarantaine, il y a 2-3 trucs qui se passent quand même. Et c'est vrai que ça m'a... qui travaille sur ces sujets de maisons partagées justement pour des familles monoparentales. Ouais, c'est vrai que j'ai commencé à regarder un petit peu tout ça parce que c'est vrai que ça m'a vraiment touchée récemment de me dire mais en fait tu te sépares aujourd'hui, si t'as pas l'argent toi en tant que femme et sachant que t'es statistiquement celle qui a le moins d'argent dans la famille. Ça se passe comment quand tu veux te reloger et surtout dans des zones en tension, que ce soit Paris, et la en fait, côte, exactement. Et tu vois, moi, dans une zone plutôt dite balnéaire de vacances, etc., trouver une location à l'année, c'est juste un enfer. Donc voilà. Et c'est là où tu te dis, ça, c'est un sujet qui me turlupine, on va dire. Bon, sur lequel il y aura peut-être un projet, peut-être un truc à regarder, ouais. D'ailleurs, en parlant d'investissement, on en a parlé, tu as vendu ta première boîte. Tu aurais pu te dire, voilà, c'est tranquille, je profite tranquillement. Mais non, tu es reparti. Alors, on a compris que tu avais eu ce déclic lié à cette prise de conscience écologique. Tu es reparti, mais tu es aussi reparti en tant qu'invest. Aussi bien sur des sociétés françaises et américaines, comme je le disais en introduction. Tu vois des différences entre les projets dans lesquels tu es investi en France et aux US ? Écoute, je suis hyper contente quand même de voir quand aujourd'hui, pour la vérité vraie, c'est que toutes les entreprises dans lesquelles j'ai investi en tant que BA, aujourd'hui, je me focalise sur elles, principalement parce que c'est celles... les boîtes ont pris d'énormes bouillons, pour parler vulgairement, mais en 2022, 2023, c'est compliqué, quoi, aujourd'hui, le refinancement. Donc, je me concentre sur elles. Mais là où les boîtes américaines ont peut-être eu un peu moins de sujets. Mais ce qui est chouette, quand même, c'est de... Tu vois, moi, je suis dans cette espèce de circuit digital tech, donc depuis 2009. Je vois les primo-entrepreneurs, en fait, ou entrepreneureux, dans lesquels j'investis avec un niveau... tu sens qu'il y a eu un accès à une littérature tech, digitale, de start-up, qui a été vraiment lue, quoi. Tu sens qu'il y a beaucoup plus de réflexes pour des primo-entrepreneurs. Et je trouve ça chouette, tu vois, parce que ça ne fait que rendre compte de la maturité aussi des startups françaises, européennes, tu vois. On aura toujours ce déficit de génération d'entrepreneurs versus les Américains, parce qu'on démarrait beaucoup plus tôt que nous. Donc, en fait, il y a déjà plusieurs générations, tu vois, d'entrepreneurs qui ont fait des mafias, qui continuent d'en faire, et puis ceux issus de la mafia qui commencent à créer leur propre mafia, etc. Commence à y avoir ça un petit peu en France-Europe, mais on aura toujours ce déficit de au moins 2 générations de learning, tu vois, d'apprentissage. Mais je suis vachement fière quand même de voir le niveau de tous ces jeunes entrepreneurs. Tu es à Station F, c'est quand même le niveau de maturité du gars qui a à peine la vingtaine, tu vois, et qui te parle de son marché, de sa manière de penser les choses pour développer son SaaS. C'est cool, quoi, tu vois. C'est vraiment chouette de voir que ça percute fort et que ça reste quand même très terre à terre et très ancré dans la réalité. Tu vois, qu'il y a tout un tas d'outils aujourd'hui pour le digital. Ce qui est génial, c'est ta zone de chalandise, elle est mondiale, quoi. Donc, tu as tous ces jeunes-là, en fait, qui se lancent sur ces sujets. Et puis l'accès aussi à l'information que tu n'avais pas forcément il y a 10 ans. Ah bah ouais, mais moi, avec mon cofondateur de l'époque, on regardait beaucoup, tu vois, Hacker News. Tu vois, on commençait déjà à voir les YC, ce qu'ils étaient en capacité d'apporter en termes de littérature, etc.
Aujourd'hui, il y a pléthore, tu vois. Et après, moi, je garde les mêmes parce que je trouve que le temps long est chouette, parce que, je garde les mêmes espèces de mentors virtuels, on va dire, que j'arrive à avoir de temps en temps, parce que je pense qu'ils voient à quel point je suis loyale. Et donc, quand je leur envoie un email de temps en temps, ils me disent ça va, toi? Et c'est qui? C'est les gars de 37 Signal, donc Jason Fried et David Annemeyer Hansen. Donc j'ai eu un petit ping là d'un Jason il y a pas longtemps, j'ai trouvé ça très chou. Bon, je pense qu'il a toujours pas percuté sur qui j'étais. Enfin, tu vois, on se connaît pas évidemment. Non, enfin qui j'étais, il y a pas de sujet, mais comment dire le fait que, mais parce que je réponds en fait assez de temps en temps, je dis tu vois, moi j'aurais plutôt dit ça comme ça, etc. Enfin, je pense ça comme ça. Moi, c'est une source d'inspiration de dingue ces gars, parce que ça fait plus de 20 ans en fait qu'ils sont à la tête de leur entreprise. C'est des gens qui, malgré ces 20 ans, sont d'une ultra-modernité. Ils ont écrit sur le remote bien avant le confinement. Et d'ailleurs, ils sont revenus au bureau bien avant que tout le monde se dise qu'il serait peut-être temps qu'on revienne au bureau. En fait, tu vois, ils me parlaient énormément, ces gens. Et puis après, il y a des chaînes pas riches avec Farnham Street, évidemment. Et puis il y a eux, et puis il y a du Naval Ravikant, évidemment, mais ça après mais c'est quelques-uns en fait que je suis très très fidèle à ces gens-là. Oui, je vois ça. Et voilà, et je me dis finalement, tu sais, comme dans une boîte, quoi, il te faut un petit board. Ouais. Tu vois, un petit board perso, un petit board aspirationnel, et t'as pas besoin de crouler en fait sous l'information. C'est déjà bien si t'arrives à bien assimiler tout ça, bien digérer ce que ces quelques-uns racontent. C'est déjà cool, quoi. Ouais. C'est déjà parce que le temps n'est pas extensible. Non, malheureusement. Non. Et puis c'est facile de vouloir tout lire, mais je pense que pareil. Et puis en plus, quand tu vois la réflexion de la personne évoluer aussi, c'est peut-être ça qui t'aide le plus. Avant de passer à la deuxième partie de ce podcast, je voudrais lancer une première partie de questions surprises. Je donne des noms de code à notre régisseur. Vous avez un message. Bonjour Rachel, c'est Olivier à l'appareil, Olivier Mathieu, 2050. Écoute, pour révéler toute la vérité, il faut dire que 2050 est actionnaire de Sweep et très content de l'être. Bravo pour ce parcours. Alors moi, je voulais te poser une double question qui est en réaction à l'élection de Donald Trump, parce que finalement, il y a plusieurs sujets qui nous préoccupent, mais il y en a deux qui te touchent de près. La première, évidemment, c'est par rapport aux émissions de CO2, au carbone. Est-ce que les prises de position d'un Donald Trump, d'un Elon Musk sur toutes les questions environnementales qui viennent souvent de manière perpendiculaire s'affirmer face à la croissance de l'économie américaine et donc qui sont souvent passées au second plan, est-ce que ça change quelque chose pour toi d'un point de vue sweep sur la conquête du marché américain? Est-ce que tu as une opinion plus large là-dessus? Alors, c'est vrai qu'on aurait préféré un autre résultat d'élection, très clairement. Ce qui est sûr, c'est que les signaux et les verbatim, etc., qui sont utilisés par un Musk, par un Trump, ces signaux-là, ils envoient comme signaux plus forts au reste du monde que on peut continuer, qu'on a le temps. Donc en fait, en tant que citoyenne d'abord et avant tout, je vois surtout une possibilité de délai, quoi. Tu vois, de retarder en fait l'action très clairement. Après, je pense que les acteurs privés quand même, et tu vois, pour revenir à la conversation du ROI tout à l'heure, les acteurs privés en fait comprennent que on est quand même sur une planète finie en termes de ressources, et que si t'embrasses pas ce sujet-là, de comprendre à quel point toi tu vas réussir à mieux te sourcer pour durer plus longtemps. Si tu fais pas ça, en fait, tu vas mourir versus d'autres. Donc, un Trump va. Alors là, il parle de drill, de forer encore plus pour rajouter des ressources, on va dire. N'empêche que ça reste quand même très fini, tout ça. Donc, je crois beaucoup aux acteurs privés qui, finalement, tu vois, il y a eu une prise de position du PDG d'Exxon, en fait, qui dit non, en fait, on a déjà beaucoup investi dans les énergies renouvelables, etc. Continuons, on voit déjà. Toi, tu fais confiance aux acteurs privés pour contrer. Je fais confiance aux acteurs privés pour avoir passé un peu de temps aussi aux États-Unis récemment, avant l'élection. T'as quand même de grands capitaines, quand même, d'industrie, de boîtes qui te disent, peu importe la couleur à la Maison-Blanche, on n'a pas le choix, parce que même si le couperet réglementaire est amoindri, il y aura toujours le couperet réputationnel. Oui. Il y a toujours le couperet de dans le temps, mes consommateurs, ils vont voir, tu vois, comment est-ce qu'ils vont vouloir consommer.
Donc, je pense que oui, là, ce qui peut se passer aussi. Puis, tu vois, l'extraterritorialité de la CSRD qui s'applique aux entreprises américaines sur le territoire européen, qui est quand même un marché duquel ils peuvent pas s'affranchir. Hein. Enfin, tu vois, Donc, je me dis, bon, bah, cette extraterritorialité-là, elle va forcément forcer aussi les forcer à regarder en face la valeur de leurs émissions. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que les signaux qui sont envoyés permettent de retarder un peu, tu vois, les initiatives, quoi. Mais je crois aux acteurs privés pour ça. Il faut voir à quel point et c'est là aussi, tu vois, où nous, en tant qu'acteurs technologiques, il faut qu'on redouble d'efforts, il faut qu'on redouble justement d'investissements pour montrer à toutes ces boîtes à quel point ça peut être de plus en plus facile de regarder en face cette donnée CO2 dans les moindres détails, derrière. Cette donnée extra-financière, sociétale, tu vois, enfin sociale, de gouvernance. Tu vois, comment est-ce qu'on peut les aider à être toujours plus simples dans cette analyse-là, quoi. Enfin, de simplifier, pardon, l'effort lié à cette analyse. Et vous, sur le marché américain aujourd'hui ? Moi, je veux justement encore redoubler d'investissement, tu vois. Ouais. Et sur le marché américain, en fait, on a beaucoup de clients américains. Aujourd'hui, c'est quand même notre deuxième zone de génération de revenus. Alors que nous n'opérons pas depuis les États-Unis. J'ai quelques personnes en fait qui s'occupent surtout de la côté time zone, de sujet de customer success, enfin tu vois ce genre d'accompagnement. Non, nous on a prévu en 2025 de s'étendre en fait aux États-Unis. Moi, je vais y passer quand même plus de temps parce que c'est justement pendant ces périodes de doute, pendant ces périodes, c'est là où il faut investir, c'est là où il faut redoubler d'efforts, quoi. Va y avoir un marché qui va beaucoup s'écrémer aussi. Tu vois, quand je te parlais des 130 acteurs qu'on recense dans le monde, il y a quand même un assèchement quand même de par l'incertitude en fait des investisseurs. Donc c'est là aussi où il y a encore plus de place à prendre et mettre encore plus Moi, je suis contente d'avoir cette espèce de science au cœur de Sweep pour me dire, je préfère évidemment que ce soit mon produit qui gagne versus d'autres parce qu'on ramène vraiment ce sujet de la science dans le produit. On a productisé ça. Et justement, au-delà du produit, que ce soit sur le territoire américain ou en Europe, vous publiez, vous prenez la parole sur des sujets qui dépassent le produit et le SaaS en tant que tel ? Ce rôle de thought leadership un peu dont tu parles, oui. Moi, c'est pour ça qu'en fait, on a des personnes aussi en interne chez Sweep qui ont une voix sur les sujets de ce qu'on appelle la contribution, tu vois, contribution carbone. Sont des personnes qui nous aident aussi à analyser le temps long de l'action. Tu vois, tu parlais de Laura Beaulieu tout à l'heure, Climate Dividend. En fait, on fait partie des cofondateurs de cette association. Et on est hyper fiers, tu vois, de penser aussi les coups d'après ou les coups transversaux toute cette mécanique qu'on peut vraiment accompagner, quoi, et pas être juste que dans notre rôle dans son silo. Dans ce silo, ouais, exactement. Et non, je reste positive de manière générale. Je pense que l'individu a bien compris que ce qui s'est passé à Valence, franchement, c'est pas juste. C'est pas. On parle d'une catastrophe naturelle, mais naturelle de quoi ? C'est une catastrophe engendrée par l'activité humaine, oui. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? C'est le moment canapé, dont on a parlé off micro avant. Oui. Et pour commencer, je propose une question surprise. Vous avez un message. Salut Rachel, c'est Julien de Normandie. Ça fait bientôt 3 ans que je travaille à tes côtés et l'une de tes plus grandes qualités est ta résilience dans le temps. Tu dis souvent que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Comment, selon toi, gérer le temps quand on est entrepreneur ? Quels sont tes conseils en la matière ? Je t'embrasse. Julien de Normandie, qui est l'un de tes cofondateurs. Alors, c'est pas du tout la question que je voulais lancer. D'accord. Mais aujourd'hui, je n'ai pas les manettes pour lancer les questions. Mais c'est pas grave, on va faire celle-ci. Et je pense qu'on va lancer aussi celle de Benoît Lemeignan, parce que je pense qu'elle se recoupe un petit peu. Rachel, quand tu as redémarré Sweep dans un secteur qui était un peu nouveau pour toi, tu as bien sûr bâti sur ton expérience d'entrepreneuse, mais tu allais aussi chercher des nouveaux talents. La question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que tu fais différemment chez Sweep que tu avais fait avant et comment, en tant qu'entrepreneuse aussi, tu te protèges un petit peu plus. Je pense que pour les femmes qui peuvent nous écouter, c'est important.
qu'est-ce que tu as appris de ta première aventure qui fait que tu es une meilleure entrepreneuse, surtout par rapport à tes enjeux de vie personnelle, qui est toujours un sujet dont je pense les entrepreneurs, on n'est pas toujours assez protecteur vis-à-vis de soi-même. Donc ça m'intéresserait de t'entendre. Donc 2 questions. Benoît Leménian. Qui sont liées au temps long, de toute façon. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit qu'elles étaient un peu liées. Ouais, bien sûr. Cofondateur de Vercors, qui t'avait choisi comme Sista il y a quelques semaines. Et je viens de Normandie, qui est un de tes associés. Ouais, écoute, c'est 2 personnes que j'aime profondément. Julien, d'autant plus que je travaille vraiment au quotidien à ses côtés. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement bien, bon, performant. C'est vraiment une vraiment chouette rencontre avec Julien. Efficiente, efficace, productif, enfin bref, tout ce que tu veux. Écoute, déjà comprendre, même pour une primo-entrepreneure ou entrepreneuse, je sais jamais comment on dit, mais le fait de savoir, en fait, que, tu vois, les overnight success, là, dont on parle en disant, waouh, les mecs, tu vois, ils ont vendu le truc, hein, tu vois, enfin, je dis pas que la vente, c'est une finalité, loin de là, mais les fameux succès en très, 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 très peu de temps, qui font la une de certaines presses tech, etc., c'est hyper rare, quoi. Oui. C'est hyper rare. Et il y a rien de valeur, en fait, qui se crée sur un temps ultra court. C'est ceux qui y arrivent, franchement, bravo, quoi. Bravo et tant mieux pour les fondateurs, etc. Mais la réalité, c'est que c'est très, très long, tout ça. Et encore plus sur, tu vois, des marchés qui vont être marchés de transformation, de transition écologique, tu vois, où t'as à la fois une urgence, t'as un truc très schizophrène en tête, tu vois l'urgence, mais toi, tu sais aussi que l'appropriation de ces sujets-là par les entreprises que tu targetes, tu vois, ça va être compliqué. Donc, juste se convaincre que n'importe quel... Enfin, être conscient, c'est pas se convaincre, mais être conscient que n'importe quel type d'entreprise que tu crées, que ce soit un nouveau CRM, hein, je dis n'importe quoi, mais je dis, franchement, ça va falloir vraiment du temps, quoi, va falloir du temps. Et faut savoir que... Donc, quand tu as cette espèce de représentation du temps long, oui. T'es un petit peu plus, on va dire... serein. En fait, t'es un peu plus... Ouais, puis t'es un peu plus... t'as un petit peu plus de compassion aussi pour toi-même. Tu te dis, oui. Attends, là, t'es en période d'énorme stress à un moment T. Ma cocotte... Enfin, voilà, sache que, tu vois, dans plusieurs années, tu seras encore là, quoi. Donc, parce qu'une phrase qu'on entend souvent chez les entrepreneurs, c'est « Ouais, ça va, mais ça va pas assez vite. » Ouais, non. Et puis c'est la gestion en fait de l'adversité, parce que quand t'es dans des startups, donc ça veut dire que t'es sur des marchés innovants, t'es sur des marchés en construction, t'es toi-même dans une boîte en construction, t'es toi-même dans une construction d'environnement de collaborateurs, tu vois, tout est dur, quoi. Tout est archi difficile et tout est, mais à la fois tout est génialissime sur le temps long. Tu vois, sur le temps long, quand tu vois, t'as mis en place la bonne équipe. Quand t'as les bons cofondateurs, quand t'as des clients sur le temps long. Ça, c'est une satisfaction que tu n'as pas ailleurs, très clairement. Donc, tu travailles pour cette satisfaction-là, mais puis la belle exécution, quoi. Tu vois, moi, je fais pas ça... déjà, la première boîte, je faisais pas ça pour l'argent, la deuxième, encore moins. Je fais ça surtout pour... bien sûr, j'ai des investisseurs, etc. Il faut que ce soit... Enfin, je suis pas une asso, hein, ouais. Évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à titre personnel, c'est pas mon moteur. Ouais. Par contre, la belle exécution, tu vois, ça, c'est mon moteur. Et puis surtout, ce que tu apportes aux collaborateurs qui travaillent avec toi, tu vois. Mais c'est Et là, même dans le cas de la deuxième boîte, avec Sweep, c'est quelque chose qui te dépasse toi, en fait. Ouais, et puis tu sais quoi, mais tant mieux, parce qu'il faut absolument que ce que tu crées, ce soit une entité qui soit... et pas Rachel Delacour. Non, ouais. Surtout pas, parce que par définition, ta journée, elle fait que 24 heures, tu peux pas te démultiplier, t'as pas le don d'ubiquité, enfin, tu vois. Donc, de base, il faut absolument que cette espèce d'entité que tu crées, elles vivent en soi, elles vivent par des collaborateurs qui savent eux-mêmes ce qu'ils veulent en faire, qui savent aller vers l'objectif qu'on s'est fixé. Mais tout ça, c'est pas magique du tout. Tout ça, c'est des relations. Comme je te disais tout à l'heure, on est tous, c'est juste des personnes et leurs décisions avec un ordi entre les deux, quoi, grosso modo. Donc tout ça, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple du tout. Et puis c'est archi concurrentiel pour de toute façon aujourd'hui toutes les startups qui se créent, il y a forcément de la concurrence dans tous les sens. C'est global aussi, tu vois, parce que certes, ta zone de chalandise, elle s'est étendue depuis 10-15 ans et c'est fantastique. C'est chouette pour la France, pour la balance commerciale, enfin tu vois, c'est génial pour tout ça.
ben ouais, ça veut aussi ça dire que complexifie un petit peu ta compétition, elle s'est étendue aussi, quoi. Ouais. Donc, tout ça, c'est dur. Trouver les clés de tout ça, trouver les clés du relationnel avec tes collaborateurs les plus proches, avec les plus étendus, avec tes clients, avec tes investisseurs, tout ça, c'est vachement compliqué. Mais, et toi, donc, comment il faut comprendre que c'est du temps long, quoi. Justement. Et ben, ce temps long, en fait, je l'ai vécu aussi une première fois, tu vois, avec ma première entreprise. Ouais. Au début, tu te dis, je me souviens, donc on démarre en 2009, en plus, crise des subprimes et tout, tu vois, l'enfer. Et pour démarrer, mais bon, on s'accroche. Et je sais plus, genre en 2010, on arrive à convaincre, on arrive à parler avec un journaliste qui s'intéresse à ce que des 2 Français là font, enfin bref. Et tu vois, on a un article sur une super plateforme, tu vois. Et là, on se dit, vas-y, c'est bon, tu vois. Ça nous a pris 8 mois, c'est bon, là, on est catapultés, tu vois, c'est génial, on est en haut de l'affiche. Ouais, bah, le lendemain, t'as plus les mêmes visites, c'est tout. Enfin, tu repars de zéro. Et en fait, tu vois, tu t'attends à... Vas-y, c'est bon. Tu vois, tu t'attends à cranter à chaque fois. Bah non, pas du tout. En fait, c'est un effort quotidien. Et quand ça retombe, bah t'as intérêt de te rebouger pour faire remonter, parce que ça va pas venir tout seul. Et donc, et ça crante pas, en fait. Donc, c'est de l'intelligence, de l'énergie au quotidien. Et ça prend du temps, tu vois. Et quand j'ai regardé derrière moi après l'acquisition de la première société, tu vois, il a fallu 6 ans. Alors, dans la vie de n'importe quel type d'entreprise, 6 ans, c'est la vitesse de la lumière, tu vois. 6 ans, toi, c'est l'équivalent de 20 ans dans ta tête, parce que voilà, avec tout ce qui s'est passé. Comme les chats, ça se voilà, multiplie. C'est ça. Mais c'est du temps long, quoi. Et puis, c'est du temps de résilience. Et puis dans les 6 ans en question, tu vois, alors qu'on a eu un très bel exit, qu'on a eu des gens ultra smart qui nous ont vraiment chéris. On va dire, j'ai eu une acquisition chanceuse, quoi, tu vois, et heureuse, parce qu'on a vraiment été particulièrement bien accompagnés par les acquéreurs. Et c'est vraiment... tu vois, je pense qu'on fait partie des 1% à qui ça arrive. Je le reconnais. Mais c'est malgré ça, donc malgré cet exit qui s'est très bien passé, tu vois, pendant les 6 ans, mais c'était de la peine au quotidien aussi, quoi. Il y avait des satisfactions, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Parce que tu crois bien recruter, puis au final, ça se passe pas bien. Et puis, ça, c'est tu vois, les mauvais recrutements. Alors, quand j'entends mauvais, c'est mauvais dans le sens où c'est d'abord un échec de ta part. Ouais. C'est pas un échec de la personne. C'est toi qui t'es planté. Et ça, c'est peut-être les échecs que moi qui me font le plus mal. Tu vois, tu te dis merde, quoi. Tu vois, t'as perdu du temps, t'as perdu de l'argent, t'as perdu de l'énergie, t'as perdu de trucs émotionnels au passage. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et donc voilà, ces 6 ans-là, ouais, cette espèce de marathon. Et en fait, quand je regarde ça, je me dis, en fait, c'est normal. En fait, tu vois, le fait d'être déjà passé par là, je me dis, n'abandonne pas. Parce qu'en fait, c'est juste le lot quotidien d'un truc qui de toute façon doit passer par là. Parce que si c'était si rose que ça se saurait. Il y aurait plus de monde qui serait entrepreneur. Et voilà, et juste réaliser ça, quoi. Ouais. Je crois qu'il en faudra encore plus, mais réaliser que t'as pas le choix que de passer par des up and down et que c'est partout pareil. On avait un dîner avec un de nos investisseurs qui avait été préparé par un de nos investisseurs il y a pas longtemps avec plusieurs PDG français en fait du portefeuille français de start-up, de ces start-up. Et en fait, c'était sympa parce qu'on devait tous se lever et parler de nos up, mais surtout de nos down de l'année, tu vois, le plus gros up et le plus gros down. Et en fait, on a tous les mêmes. On a cette année, tu vois, typiquement autour de la table, on avait tous pris des shoots très compliqués, quoi. Et on a tous dans leurs saveurs différentes, mais à chaque fois, j'étais là, oh waouh, t'es passé par là, toi. Oh waouh. Bon, moi, je suis passée par là. Oh waouh. Et c'est pas une pente ascendante, en fait. En fait, et juste se dire que voilà, l'affiche que tu vois de tel super entrepreneur, etc. Mon Dieu, mais c'est pavé de quotidien qui sont compliqués. Donc, une fois que tu intellectualises ça, que tu te dis, bon, voilà, c'est comme ça. Tu vas te prendre des claques régulièrement. Mais voilà, la vie, quoi. D'un moment, Mais c'est rigolo ce que tu dis sur le temps, parce que l'autre jour, je discutais avec une entrepreneur qui avait discuté avec une neurologue qui a fait sa thèse sur comment marche le cerveau des entrepreneurs. Alors, c'est pas exactement ça, là, je vulgarise, mais grosso modo, c'était ça. Et elle disait que le point commun, c'est que tous les entrepreneurs avaient un rapport au temps dans leur cerveau qui était différent, en fait, des autres, et que c'était très compliqué, justement, à devoir gérer à la fois des décisions en permanence du temps court et ce temps long où on a toujours l'impression que ça va pas assez vite. Exactement, et c'est là où moi, tu vois, typiquement, jamais je ne me serais vue démarrer une entreprise seule. Et souvent, c'est ce que je dis aux entrepreneurs que je rencontre, quand je vois des solo-entrepreneurs, ils me disent, à ton avis, je dois faire quoi en priorité, et c'est d'avoir des cofondateurs. Parce que les sacs de briques sont très, très lourds à porter quand t'es seul. Tu vas réussir à réfléchir temps long, temps court, quotidien.
c'est aliénant, quoi. Je veux dire, et c'est là où moi je vois la force aussi d'avoir des cofondateurs. Tu vois, j'ai Julien, j'ai Raphaël, voilà, j'ai Julien, Raphaël, Yannick. On apporte chacun, tu vois, on a tous cette espèce à un moment donné, il y en a un qui va être plus sur le temps long, il y en a un qui va vraiment aider sur les sujets de très en cours. Et ça se contrebalance. Et ça se contrebalance, et de la même manière pour le mood aussi, tu vois. T'as ces sujets de temps, t'as ces sujets de mood aussi, ou de morale, où il y en a un qui va peut-être être un peu plus KO à un moment donné. Eh ben, t'es rarement KO de la même manière tous, en même temps. Ça arrive, bon, quand ça arrive, c'est possiblement la fin. Voilà. Mais ça n'arrive jamais, quasiment jamais. En fait, on a toujours un qui a un peu plus le sourire qu'un autre. Non, mais t'inquiète, regarde, pense à ça, pense à ça. Ou qui relativise différemment. Voilà. Et en fait, ça, je pense que cofonder, c'est ce qu'il y a de plus magique aussi. Et puis tu vois, tu vois aussi tes cofondateurs, parce qu'ils sont dans tes choses. Enfin, pour le coup, tu vis la même vie, et moi, j'ai Yannick, en l'occurrence, c'est quelqu'un avec qui quand j'ai créé la première boîte, c'était mon premier stagiaire ingénieur, tu vois, premier ingénieur qui était rentré en stage parce qu'on n'avait pas du tout d'argent pour payer un salaire, quoi, mais qui était rentré en stage. Et tu vois, aujourd'hui, c'est mon cofondateur de la deuxième entreprise. Je l'ai vu avoir des copines, je l'ai vu avoir sa femme, je l'ai vu avoir des enfants. C'est génial, quoi. Tu vois, c'est partager la vie personnelle aussi d'un autre entrepreneur qui est ton cofondateur, mais qui est un autre entrepreneur. C'est hyper enrichissant, quoi. Et parce que de toute manière, tu peux pas faire il n'y a pas cette frontière entre le pro et le perso, d'autant plus quand non, t'es forcément au courant de ce qui se passe, et t'es obligé tu dois faire avec. Tu dois faire avec. Et de la même manière qu'ils font avec ma vie, tu vois. C'est voilà. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que c'est du temps long. C'est pour ça qu'il faut accepter que tout ne soit pas parfait. Ouais. Et que ça ne sera jamais parfait, surtout. Et donc, et avancer. Et puis surtout, en tout cas, et chose qui est pas facile, célébrer les satisfactions. Alors célébrer les satisfactions. Les entrepreneurs disent qu'ils ne prennent pas le temps de le faire. Bien sûr que non. Parce qu'on passe au step d'après. Parce que tu vois, tu vois, il y a cette espèce de truc où tu te flagelles un peu en disant non mais attends, je vais pas commencer à célébrer, ça veut dire que tu vois, alors que j'ai quand même ça sur le feu. Bah si, en fait, si, il faut célébrer pour tes équipes, il faut célébrer. Typiquement, je suis pas, tu vois, là, c'est faites ce que je dis et pas ce que je fais, mais parce que je suis pas la meilleure pour célébrer, loin de là, mais j'en prends de plus en plus conscience dans le temps, en tout cas. D'essayer de le faire. Ouais, d'essayer de le faire, mais c'est clé. C'est clé parce que les quelques satisfactions, il faut absolument prendre ça comme un moment béni. On va lancer une nouvelle question surprise, celle de Bernard Liotto, qui est l'un de tes investisseurs. Aussi, ouais. Vous avez un message. Bonjour Rachel. Le job d'entrepreneur est fantastique. Comme on sait, il demande une énergie considérable et c'est une source de stress quand même récurrent. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour, de temps en temps, t'extraire de cela, te ressourcer et te redonner à la fois le calme, la détermination et la perspective nécessaire pour avancer? Ça, c'est un vrai sujet aussi, hein, de pas toujours être la tête dans le guidon. Pas toujours être la tête dans le guidon. Et puis, tu vois, moi, je suis très mauvaise justement sur tout ce qui va être gestion du corps, sport. Je n'arrive toujours pas à caser ce temps-là, alors que je sais à quel point ça peut être bénéfique, mais je n'y arrive pas. Donc, en fait, j'essaie de mettre des espèces de hacks un peu, tu vois, à droite à gauche, où je marche beaucoup. Tu vois, je marche beaucoup dans Paris, par exemple. J'essaie d'aller d'un point à l'autre en marchant, en me disant, bon, écoute, c'est déjà ça de prix en termes de mobilité, d'activité. Puis surtout, c'est vrai qu'on te représente souvent la marche, tu sais, avec cette espèce de feuilles qui poussent, là, enfin de plantes qui poussent dans le cerveau. C'est vrai que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Et puis après, Paris est magnifique. Donc, c'est sympa aussi de lever la tête et de regarder. Je parle de Paris comme ça parce que j'ai aussi la chance de n'être qu'une semaine sur 2 à Paris, dans le sens où ma famille, mes enfants, la scolarité de mes enfants est du côté d'Osgore, où j'y suis donc une semaine sur 2. Et c'est vrai que je pense aussi que c'est très fatigant, tu vois, d'alterner une semaine. Est-ce que tu as un peu l'impression d'être dans 2 vies et dans 2 rythmes ? Ouais, mais en même temps, c'est très fatigant. Mais quand je suis à Osgore, j'ai la chance aussi d'habiter vraiment à côté de l'océan. Et ça... Je me rends compte aussi à quel point c'est fatigant, mais que c'est cette semaine où je travaille complètement en remote avec les enfants est vraiment importante, quoi, finalement. Et c'est toujours pareil, je pense que c'est la compréhension de la routine, tu vois. Et cette routine, elle
elle est importante, en fait. Elle est structurante. Et puis, elle permet moi, en tout cas, elle me permet de voir le temps long, tu vois. Il faut que ta routine soit rassurante, au final. Tu vois, faut pas que ce soit... C'est vrai que je suis une malade, je suis une master en, tu vois, en bagage, en trucs. Mais parce qu'il faut surtout pas que ce soit une quelconque friction, tu vois. Donc, faut pas qu'une chemise mal repassée soit une friction. Donc, voilà, je pars dans les détails, mais et oui. Et dans cette espèce de bien-être, je pense que finalement, l'alternance Osgore-Paris, qui sur le papier est fatigante, et oui, ça l'est, mine de rien, dans la tête, c'est une espèce de routine que j'ai mise en place. Et ça te met peut-être une respiration. Et ça met une respiration. Après, ça reste une vie très monacale, du coup, parce que, très dédiée, quoi, tu vois, parce que quand t'es avec les enfants, voilà, quand t'es à Paris, t'es dédié aussi au travail. Mais bon, voilà, c'est le jeu de quel investissement tu veux mettre aussi à titre perso. Moi, j'aimerais être ce genre d'entrepreneur qui réussit à faire et du sport et qui arrive à s'occuper de sa famille et qui arrive à avoir une boîte successful. Franchement, j'ai toujours pas réussi à avoir le triptyque au top, quoi, loin de là même. Ça viendra peut-être un jour. Mais en tout cas, ce qui est chouette aussi, et tu vois, Bernard, chez Balderton en l'occurrence, tu vois, tu sens aussi qu'il y a une prise de conscience des VC parce que ils ont mis en place un programme en fait dit de wellness, donc de bien-être pour leurs cofondateurs. Moi, j'ai toujours pas pris le temps d'ailleurs d'en bénéficier et c'est peut-être mal. Un petit rappel. Voilà, je pense que c'est peut-être un petit rappel. Mais mes cofondateurs, donc Yannick et Raphaël, suivent ce programme-là. Ouais. Ils me disent mais c'est dingue les clés que ça nous donne en fait. Les clés, tu vois, et ils se monitorent. Hein. Ils ont une bague, ils ont des trucs comme ça qui monitorent les datas de stress co. Mais c'est tu vois, les investisseurs aussi intègrent le fait cette partie-là de la santé il faut cette respiration-là parce que justement, il n'y a rien qui se crée sur un temps très court et que les sprints dans le marathon, c'est le quotidien, quoi. Mais c'est vrai que ça demande une énergie, faut jamais give up, quoi, en fait. Et puis quand tu sens que t'es pas bien, moi, je sais que dormir, quoi. Essayer. Pour le coup, ça, j'ai pas trop de problèmes de sommeil et je pense que ça me sauve aussi. Oui. Ça me sauve. Cette capacité à j'ai une capacité à dormir assez là où je veux, on va dire déjà. Ça, c'est énorme aussi. Et versus d'autres qui ont des problèmes d'insomnie. Je connais beaucoup d'entrepreneurs, mais ça c'est pour le coup, c'est la clé de voûte, quoi. Oui, parce que s'il y a bien un truc à chouchouter quand t'es entrepreneur, c'est le concept du sommeil, quoi. Et toi, ça t'est déjà arrivé là de dire non, alors là, il faut vraiment que je dorme, j'annule ce rendez-vous parce que là, je sens que mon corps, c'est pas possible. Ou t'apprends. En tout cas, il faut que j'arrive à l'âge de 45 ans pour réussir à me dire là, il faut que je stoppe, quoi. Oui. Mais tu vois, quand j'avais fin de vingtaine sur la première entreprise, je faisais pas tout ça et c'était une vraie erreur. J'ai jamais pris de congé maternité, mais quelle erreur aussi. C'est complètement, excuse-moi pour l'audience, mais c'est complètement con. Ouais. Complètement débile. Non, c'est important de le dire. C'est débile de pas prendre ce temps-là, quoi, avec ton bébé. Mais bon, tu vois, voilà. Oui, parce que la complexité aussi, c'est souvent que quand on monte sa boîte, et toi, en l'occurrence, c'était ta première boîte, t'as aussi les questions de maternité. Et t'as ça en plus à gérer quand t'es une femme entrepreneur. Oui, et c'est pas simple. Non, c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout, je confirme. Non, c'est pas simple. Et puis en fait, je crois qu'il faut accepter et être un peu cool aussi avec soi-même et se dire que on fait au mieux, quoi. T'as peut-être des filles que tu suis dans certaines de tes prises de participation qui te posent cette question, ce sujet de la maternité. J'en ai plus qui me disent qu'elles veulent pas avoir d'enfants. Ah ouais. Justement pour être dédiées à tout ça. Et moi, je leur redis, attention, comment dire, je trouve que c'est une énorme bêtise aussi d'imaginer que son entreprise, que sa start-up est son bébé. J'ai jamais compris ce vocable-là appliqué à une boîte, à une entité qui est d'ailleurs portée pas que par toi, mais par tous tes collaborateurs. Donc, le concept du « c'est mon bébé », moi, je ne valide pas, déjà. Je n'ai jamais eu ce sentiment que mes boîtes étaient mes bébés. Quelle horreur. J'ai des vrais bébés. Mais je leur dis... ton entreprise, en fait, du jour au lendemain, enfin, je dis n'importe quoi, mais si Google veut faire du Dyson, ils ont la capacité financière pour. Ta boîte, elle sera de toute façon toujours à risque enfin, il n'y a pas de risque zéro. Et puis, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas, il y a des réglementations qui changent, etc. Donc, en fait, ta boîte, elle peut, je te le souhaite pas, mais elle peut s'effondrer du jour au lendemain. Ce que tu auras construit avec ta famille, avec de vrais bébés, de vrais êtres humains, il faut, enfin, comment dire, ça doit aussi ça fait partie de la vie et c'est aussi important. Donc, je comprends la fougue de l'entrepreneuriat
Mais il faut faire attention tu vois, quand la construction, quand tu es un entrepreneur et que tu veux construire des choses, tu peux construire une société, tu peux aussi construire un projet personnel dont tu ne seras jamais satisfait de la manière dont tu as géré, managé ce projet personnel-là. N'empêche que lui, il reste, quoi. Ouais. Voilà. Et puis on fait comme on peut. Et puis on fait comme on peut, de manière générale, mais on fait comme on peut. Voilà. Il faut juste être... Je pense qu'on est... C'est pour ça que je pense que je regarde aussi très peu de gens, finalement, tu vois, dans la sphère des entrepreneurs, parce que si tu regardes tout, tu as l'impression que, comme sur les réseaux sociaux de base, hein, mais c'est très cliché ce que je te dis, mais tu as l'impression que tout est toujours mieux ailleurs. Non, en fait, regarde certains, tu les vois évoluer, ce sont les mêmes qui vont dire, bah voilà, moi en 20 ans, il y a eu ça dans ma famille, ça a été dur. Hein. Ça t'aide à être un peu plus cool avec toi-même aussi, quoi, je pense. Ouais, et puis à se reconcentrer sur les choses qui ont de la valeur. Exactement. Et pas que de la valeur financière. Exactement. Tu l'as dit tout à l'heure à demi-mot quand on a parlé de Excel. Tu as dit, moi j'adore Excel parce que j'ai eu une vie avant de contrôleuse de gestion. On va refaire encore un autre petit flashback avec une question d'une entrepreneur qu'on adore et que tu adores, qui est Marie Houtier. Vous avez un message. Salut Rachel, c'est Marie. Je voulais te poser une petite question sur ton enfance. Et je voulais savoir si tu pouvais nous parler de comment l'environnement dans lequel tu as grandi a influencé ton ambition. Vous avez 3 heures. Non, en fait, quand j'essaie de... Surtout quand je compare mon enfance à celle de mes enfants aujourd'hui, qui sont absolument sous cloche à Osgore, quand c'est pas du skate, c'est du surf, et je me dis, mon Dieu, est-ce que vous vous rendez compte? Bref. Mais bon, c'est ça pareil, je me dis, c'est ça de prix, quoi, pour leur cerveau pour plus tard, mais bon. Moi, quand je me compare, je me dis à quel point je me suis ennuyée. Oh, mon Dieu, moi j'étais vraiment dans l'heure, tu vois, en Normandie. Et vraiment petite ville, dans les champs, etc. Et je pense que ce côté... j'ai aimé contempler, tu vois, j'étais très contemplative. J'ai à la fois, tu vois, tu te complais un peu dans cette espèce d'ennui, parfois. Mais je pense que ça rend curieux aussi, quoi. Tu vois, le moindre élément qui peut attirer... le moindre élément un peu nouveau va attirer ton attention. Et je pense que ça cultive, tu vois, le côté... bizarrement, ça cultive en fait le fait d'être très curieux. Et voilà, et donc il y a ça. Et puis après, moi, j'avais une mère au foyer, donc mes sœurs, et un père que je voyais finalement assez peu, qui était... du coup, moi, je suis une enfant du pétrole. Hein, tu vois, mon père travaillait dans le parapétrolier, l'industrie parapétrolière à l'étranger. Et je le voyais très peu, tu vois. C'était le type de profil qui faisait 3 mois offshore et puis 3 semaines à la maison. Et encore, parfois, il rentrait pas tout le temps. Mais il y avait ce côté, le travail, c'est l'aventure, quoi. Tu vois, vu que moi, j'ai jamais vu un parent, parce que ma mère étant mère au foyer, j'ai jamais vu un parent rentrer et parler de sa journée de travail. Oui. Je n'ai jamais vu ça. Donc, le parent celui qui travaillait, quand il rentrait, nous parlait plus des négociations qu'il avait dû faire avec tel village nigérian, et que du coup, on lui avait proposé un repas avec une tête de chèvre à l'intérieur. Tu vois, et il nous parlait de ça. Le travail, c'était plutôt lié à ça. Et donc, il y avait un côté aventure, quoi, dans le travail. Et je pense que ça m'a permis aussi, tu vois, peut-être, je sais pas, j'ai jamais fait d'introspection particulière sur le sujet, parce que c'est pas très intéressant. Mais je pense que cette espèce d'alignement de curiosité, et puis de se dire, le travail, ça peut être l'aventure, en fait. Peut-être que ça m'a donné envie de chercher ça pour moi-même, tu vois. Peut-être que... Et puis, très, très petite, tu te rends compte que t'es jamais mieux servi que par toi-même, quoi. Tu vois, ouais. Donc, moi, je m'occupais beaucoup de mes sœurs. T'étais l'aînée. J'étais l'aînée, je m'occupais beaucoup d'elles, vu que justement, mon père était rarement là. Tu vois, ça force aussi à grandir peut-être plus tôt, comprendre la responsabilité d'eux. Et ouais, ça débrouille, quoi, on va dire. Ce que je reproche un peu à mes enfants actuels. Oui, parce que du coup, toi, quand t'as eu tes enfants, ils te voyaient rentrer le soir. Ouais, mais pour le coup, eux, je pense qu'eux ont peur du travail parce qu'ils me voient tellement à droite, à gauche que j'ai encore le petit qui m'a dit récemment, mais le travail, mais c'est terrible, en fait. Tu vois, les trajets Paris-Osgore, mais je dis non, t'inquiète, maman, elle adore. Je mens. Mais tu vois, c'est... c'est sûr que les enfants projettent complètement. Et donc, parfois, je me dis, ouais, le côté entrepreneur... J'ai jamais eu peur de me lancer. On me dit, de toute façon, tu sais, puis plus tu te lances tôt, moins t'as de trucs à perdre. Hein, donc, au passage. Sûr. Donc, franchement, s'il y a bien un moment où il faut lancer sa boîte, c'est surtout quand t'as rien à perdre, quand t'es jeune, quoi.
Et quand t'as pas un prêt, quand t'as pas, non, de toute façon, c'est ce qui empêche, c'est ce qui empêche la plupart des personnes de le faire. Passer à l'action, c'est sûr. Donc j'ai toujours été plutôt mue par le côté aventure, en me disant, allez, tant que je meurs pas, quoi. Franchement. Ouais. Au pire, on rebondira. Tant que je meurs pas. Voilà. Tes sœurs, elles ont suivi aussi un parcours entrepreneur ou pas du tout? Les filles, non, aujourd'hui, elles sont alors, mais oui et non, parce qu'elles sont salariées, mais elles montent vite dans elles ont des très belles carrières et elles ont une niaque de dingue. Voilà, donc elles montent vite à l'intérieur de leur propre boîte et je reconnais le côté aventure, couteau entre les dents aussi. Que vous avez en commun. Ouais. Et tu les coaches un peu? Ouais, alors t'as pas envie d'être cette espèce de sœur moralisatrice ou qui voilà. Après, je pense qu'elles se font leurs propres analyses quand elles se projettent en disant tiens là elle est passée par là, tiens là elle est passée par là. Voilà, je pense qu'elles se font leurs propres analyses et puis après on s'entend extrêmement bien toutes les trois. J'ai vraiment de la chance de ce côté-là, très très liés et du coup on partage beaucoup, ouais. Mais non, j'évite d'être, j'espère ne pas être ce genre de sœur qui est tout le temps en train de raconter sa vie et c'est prodiguer ses a priori non, parce qu'elle attend la prochaine destination que vous allez partager. D'ailleurs, tu n'as pas répondu à cette question. Non, parce que non, mais je n'y ai pas encore réfléchi. Et on se voit quand même très souvent à Osgore. Si tu avais 2 heures de plus par jour, tu ferais quoi? Si j'avais 2 heures de plus par jour, je lirais. Ça c'est terrible. C'est terrible. Je ne lis pas assez. Ouais. Et de la littérature, oui. De la littérature, de la poésie, d'autobiographie. J'adore les autobiographies. Et donc là, je me mets des audios. Tu vois, quand je fais mon tour du lac d'Osgore, quand même, je me mets très belle balade. Très belle balade. Voilà, je me mets des audiobooks en fait, tu vois. Ouais. Mais c'est quand même pas la't même expérience que quand tu as les mots projetés sous les yeux, quoi. Parce que j'imagine qu'entre Osgore et Paris, tu bosses dans le train. Ah bah oui. Tu lis pas un livre. Oui. Ah non, j'aimerais. Mon Dieu, j'aimerais. Non. Faudrait peut-être que tu te mettes un défi une fois par mois. Ouais. Il y a un trajet où tu lis un livre. Ouais. Et puis là, j'ai commencé un truc top. Là, c'est Meet Me in the Bathroom. C'est sur le post-rock en fait de 2000 à 2011, raconté par ceux qui l'ont fait. Tu vois, donc c'est des Sound System, les Yé, les Strokes. C'est génial. Mais pareil, je fais page par page. Ça me voilà. Mais je le recommande à ton audience. Eh bien. Ils iront voir. Je propose qu'on passe à Moi Président. Parce que c'est notre projet! Bon, qui sait que dans ton emploi du temps, peut-être qu'un jour, tu accéderas à la plus haute fonction de l'État. Je ne sais pas si tu le souhaites d'ailleurs. Pas du tout, madame. Voilà, c'est souvent ce qu'on me répond. Mais imaginons que demain tu prends... C'est le summum de l'entrepreneuriat. Mon Dieu, quoi. Tu t'en veux des claques tous les jours? Chaque minute même. Chaque minute, je pense. Incroyable. En effet. Moi, c'est le genre de personne, je me dis, mais eux, pour le coup, sont vraiment des... Il faut décortiquer ce cerveau, en l'occurrence. Il y a des grosses similitudes dans les cerveaux de dirigeants. Ah, c'est dingue. Ouais. Dingue, quoi. Ce qu'un président est prêt à encaisser aussi, dingue. Tu en veux de l'énergie, toi, tous les jours? Mon Dieu. En tout cas, imaginons que tu prennes cette plus haute fonction. Quelle serait la première mesure que tu prendrais et pourquoi? Écoute... J'irai plus, je pense, sur le sujet de l'éducation, sur le sujet de l'école, qui est je pense, le ministère le plus compliqué à changer, de toute façon. J'en ai parlé, quand j'étais chez France Digital, j'en avais parlé avec Axel Lemaire, qui m'avait dit « Ouf !» Alors, ministère de l'Éducation, un peu compliqué pour bouger les lignes. Mais tu vois, ce qui m'embête profondément aujourd'hui, c'est on est très théorique en France sur les sujets d'économie, moi, j'ai pas du tout à la base cette culture économie, quoi. Et puis quand on va en parler à des gamins ou au collège ou surtout au lycée, tu vois, on va aborder le truc sur historique, voilà ce qui s'est passé, voilà les grandes manières de penser l'économie, voilà. Je pense que il faut revoir la manière dont on parle aux gamins d'aujourd'hui de l'économie actuelle. En fait, une mondialisation, ça veut dire quoi? Là, maintenant, en ce moment, ça veut dire quoi? Tu peux pas avoir des gosses qui ont des pancartes pour dire à quel point ils sont mécontents du changement climatique et en même temps les voir rentrer chez eux et commander sur Shein, tu vois. Oui. Alors je dis Shein parce qu'a priori, mais bon, a priori, c'est le fondateur de Shein que j'ai entendu sur scène qui dit non, on dit vraiment Shein. Bon, ok. Shein, bon, voilà. Il y en a qui disent Shine, je sais pas. Bon, bref.
donc Shein. Et tu vois, ces mêmes gamins-là, tu vois, et qui ne connectent pas les points. Les points, c'est ce que ça veut dire. Connectent pas les points. Oui. Et en fait, je pense qu'en France, on manque cruellement enfin, on a besoin de nos citoyens, on a besoin de cette action citoyenne qui soit construite dans la tête des gamins le plus tôt possible. Mais si tu vois, quand je vois aussi certains gamins dire « Ouais, mais regarde le grand patron, et puis il s'en met plein les poches, etc. » Non, mais en fait, il y a la compréhension de « On ne peut pas continuer à payer un salaire chargé s'il n'y a pas de revenus qui rentrent. » Pourquoi il n'y a pas de revenus qui rentrent en ce moment? C'est que, certes, il y a peut-être des conneries qui ont été faites par les dirigeants, ok, peut-être. Mais il y a peut-être aussi, surtout, un sujet de mondialisation que tu alimentes, toi, dans tes achats. Et tu vois, je trouve qu'il n'y a pas assez de points qui se connectent sur l'économie d'aujourd'hui, sur les implications. Et je pense que le plus tôt, c'est le mieux, en fait, dans la vie des gamins, tu vois. Plutôt que de rester très théorique sur les différents courants de pensée ou je sais pas quoi, de mise en place de... Ça veut dire quoi, en fait, dans une entreprise aujourd'hui? Ça veut dire quoi, gérer un petit pécule, gérer un peu d'argent? Tu vois, c'est quoi les plus, les moins, en fait? Et puis rassurer aussi sur le fait que c'est pas si compliqué, c'est qu'une histoire de plus et de moins, c'est tout ça. Mais que, voilà, on est dans un monde actuel qui fait que il faut aller chercher le sujet du Mercosur. Ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est pas juste un truc qui se passe à l'Europe, où oui, du coup, parce que ça se passe à l'Europe, il faut absolument qu'on casse l'Europe. Non, en fait, non, ça marche pas comme ça. Et l'Europe, ça protège pour ça, ou ça fait des conneries à tel niveau, mais n'empêche que, tu vois, je pense que l'éducation devrait jouer un peu plus son rôle en moderne. De pédagogue, tu vois, de pédagogue, de décrypter ce qui se passe. De décrypter ce qui se passe et pas laisser ça à un YouTuber qui va peut-être être, tu vois, biaisé par un courant politique en particulier. Voilà, ça, toi, avec tes enfants, il y en a un qui est dans l'adolescence, un dans le préadolescence. Ouais. Tu arrives à avoir ce genre de discussion, de décryptage, alors pas de tout ce qui se passe bien évidemment, mais où ils te posent des questions. C'est quoi ton approche par rapport à ça? J'essaie d'en parler, très clairement. J'essaie de parler de ma propre entreprise, en fait, et de raconter les peines aussi, enfin, les challenges économiques, le pourquoi là, ça ne l'a pas fait, par exemple. Et j'essaie de raconter avec des mots simples que c'est pas magique, que c'est pas parce que juste je vais au travail que ça tombe tout seul, que raconter l'histoire des salaires, raconter en quoi ça aide quand même la société, parce que les charges qu'on paie, tu sois OK, pas OK, n'empêche que ça permet de contribuer au fait que quand on va t'acheter des lunettes, il y a une partie qui est quand même prise en charge, voilà, et que c'est pas partout pareil. Et tu vois, c'est des gamins qui, tu vois, au moment des Jeux Olympiques, c'est des gamins qui ont vu les reportages sur ces athlètes américains qui disaient, mais waouh, j'ai pu faire contrôler mes dents, mes yeux, mais j'ai pu passer j'ai fait tout un tas de tests médicaux. Merci la France, grâce aux médecins, des athlètes, tu vois, américains qui te disaient ça, et du monde entier d'ailleurs. Et mes gamins étaient là, mais d'où ils profitent d'être là, ces athlètes, pour faire ça, en fait. Et je leur dis, mais parce que chez eux, ça leur coûte une fortune, et donc du coup, ils ne le font pas. Mais non, si. Et tu vois, voilà, redire à tous ces gosses versus ce qui se passe en dehors de nos frontières, voilà comment ça se passe ailleurs. Tu vois, pour qu'il y ait une compréhension plus jeune du système dans lequel on est, ce qui est à risque, ce qu'il faudrait préserver. Et pourquoi tout n'est pas noir ou blanc. Voilà, fait. Et je pense que sans qu'il manque aujourd'hui. Exactement, et je pense que t'es pas obligé d'avoir une partie prenante politique, tu vois, tu vois, c'est l'éducation nationale, je pense, peut réussir à faire quelque chose de très simple et très neutre. Mais réexpliquer aux gamins, tu vois, quand je te dis l'espèce de contradiction entre les gosses qui militent contre le changement climatique et qui en même temps consomment sur Chine dès qu'ils rentrent chez eux, mais c'est juste hallucinant, quoi. Oui, parce que la connexion ne se fait pas de ce que ça veut dire derrière. Donc, Et puis, on est à nouveau dans ces histoires de bulles. Et puis, parce que papa et maman, ils n'ont pas assez d'argent, donc du coup, oui, je suis obligée de passer par là parce que c'est quand même moins cher. Ouais, mais en fait, tu ne fais que faire que tes parents ne retrouveront pas de job, en fait. Donc, c'est, tu vois, et voilà. Et ça, c'est des choses compliquées, en effet, sur lesquelles l'éducation nationale devrait se positionner. Puis parce que de toute façon, je pense que le constat, c'est que les adultes, la majorité des adultes ne percutent pas, en fait, sur toutes ces mécaniques-là. Pas par défiance, pas par je pense, par méconnaissance aussi, tu vois. Et puis, donc, plutôt, je pense qu'il faut reprendre le sujet chez les plus jeunes, quoi. Pour donner tout son sens au mot éducation. On va passer à la claque. Waouh!
Alors, tu nous avais déjà partagé une claque sur le plateau de Vivatech quand on s'était croisés en mai dernier. Aujourd'hui, je crois que tu as choisi un autre sujet pour ta claque. Je sais plus ce que je t'ai dit en préparation. Je crois que tu m'as parlé du spatial. Du spatial, ouais, il y a ça aussi. Et puis récemment encore, enfin bref, j'ai mais tu peux changer de plaque. non, le spatial, ouais, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours absolument attirée, parce que je trouve que technologiquement, c'est juste dingue, quoi. T'as investi dans des boîtes dans le spatial? Non, oui et non, dans le sens où j'ai acheté un ticket, en fait, donc avec un pré-achat, là, je sais pas comment on dit, qui permet au final à l'entreprise, en fait, qui crée ce truc cette activité, de voyage spatial pour les individus. C'est une société qui envoie des petits vaisseaux spatiaux, on va dire, pour 6 personnes, avec une technologie à l'hélium. Donc, là, on parle de tourisme spatial. Okay. Donc, j'ai préacheté ce ticket. Bon, maintenant, ça prend beaucoup de temps de R&D, etc. Donc, j'attends toujours. Je ne sais pas si un jour je partirai au final. C'est pas grave. En tout cas, j'ai participé un peu à ça. Et après, j'avais fait l'université spatiale internationale qu'on a la chance d'avoir à Strasbourg. Ouais. Quand j'étais dans la transition entre la fin de Zendesk, qui avait racheté la première entreprise, et Sweep, j'avais pris un peu de temps pour moi, dont aussi pour faire ce genre de formation. Et j'arrivais avec waouh, mais j'adore ça, et puis c'est super, et puis en fait, je suis repartie en me disant mon Dieu, à quel point c'est hostile et que ça ne veut pas de nous. L'espace ne veut pas de nous. C'est trop hostile. Donc le leurre de dire non, ne vous inquiétez pas, de toute façon, si on brûle la planète, on aura une option, mais rien du tout. Au pire, peut-être qu'on arrivera à le faire pour quelques personnes, mais 8 milliards... Mais les 8 milliards partiront pas dans l'espace. Non, loin de là, non. Et donc, en fait, quand tu vois l'hostilité, mais à tous les niveaux, absolument à tous les niveaux, tu te dis, non, en fait, va falloir faire avec ce qu'on a, avec ce qu'on a sous les pieds. Voilà. Et donc, c'est là que tu t'es dit, on va rester sur notre planète. Mais j'ai adoré avoir cette claque-là parce que j'y croyais tellement sur tout un tas de, tu vois. Mais tu te voyais lancer un projet Non, parce que oui et non, mais c'est tellement capitalistique que, tu vois, tu te dis, waouh. Après, travailler pour, éventuellement, pourquoi pas. Mais quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, non, mais en fait, non, je vais faire quelque chose pour notre planète. En fait, c'est maintenant, quoi. Il faut s'occuper du présent. Et en fait, on fait n'importe quoi. Mais même le sujet du légal dans l'espace, c'était passionnant. Tu vois, je parlais avec des avocats, en fait, qui se mettaient sur ces sujets à l'échelle de l'Union européenne, etc., parce que le concept de territoire dans l'espace, le concept d'envoyer n'importe quel satellite, etc. Non, mais ça se fait pas comme ça. Ça ne doit pas se faire comme ça. Mais comment est-ce que tu réinventes les règles? Et avec qui autour de la table? Et avec qui autour de la table? Et c'était passionnant. La physiologie, dans l'espace. Il y avait un docteur un médecin, en fait, qui accompagnait les astronautes, ça dépend comment tu vois, mais avant, pendant, après leur voyage dans l'espace, psychologiquement, physiquement. Et en fait, ce qui se passe dans ton corps, c'est incroyable. Tu vois, incroyable. Alors, il n'y a pas encore eu de test sur le fait sur des femmes enceintes, tu vois, dans l'espace, par exemple, mais ça se passe comment? Puis qui va prendre le risque d'y aller? Moi, je pense que d'autres pays qui sont moins recommandables ont déjà commencé à faire 2-3 expériences sur le sujet. Mais éthiquement, tu peux pas. Et puis, un embryon se développe comment en situation de gravité zéro? Enfin, tu vois, c'est comment est-ce que ça se passe, quoi. Et tout ça, c'était vraiment intéressant. Et tu te dis, mais bon, ok, jamais, on va pas y arriver là. Donc reconcentrons-nous sur notre planète. sur notre habitat actuel. Et l'autre claque, c'est que là, c'était récent, mais c'est vrai que la septième limite planétaire, en fait, et si elle n'est pas déjà passée là au moment où on se parle, c'est imminent. C'est imminent, et l'acidification des océans, et en fait, personne n'en parle. Non. Personne. Tu regardes, tu fais un scroll sur Internet, là, tu cherches. Tu tapes dépassement, 7e limite planétaire, même en anglais, hein, tu vois. Parfois, je me dis, bon, c'est peut-être parce que j'ai pas toute la littérature mondiale, mais franchement, c'est rien du tout ce qui est écrit sur ce sujet. C'est juste dingue. Donc, tu te dis, mais qu'est-ce qui doit se passer pour que un président de la République ne devrait que parler de ça aujourd'hui? Et aujourd'hui, personne n'en parle. Non. Et surtout, tu vois, il y a
fresques du climat, toutes les choses qui peuvent être mises en place, qui sont passionnantes et intéressantes, mais qui restent toujours dans les mêmes microcosmes. En fait, ça descend pas au niveau des gens, en fait, partout. Ouais. Et c'est compliqué, je trouve, aussi de... Tu vois, quand je te reparlais de l'économie chez les gamins, enfin, Oui. tu vois, le fait de mieux parler de cette mondialisation, mais aussi de dire à quel point ça heurte ce sujet de l'environnement, tu vois. Pourquoi aussi, quand une entreprise te permet d'acheter à moins cher, mais parce que les coûts sociaux des travailleurs, tu vois, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi d'un point de vue environnemental ? Quand tu remets ça dans la tête des gamins, je veux dire, c'est pas compliqué. Non. C'est pas compliqué. Mais c'est pas assez fait, quoi. On va leur parler de gérer leurs déchets. Ouais. C'est déjà bien. Mais, tu vois, ça suffit pas. Ça t'a pas empêché d'acheter le packaging en question qui vient de Chine. Voilà. Complètement. On va faire une dernière rubrique sur la place des femmes et la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Je crois que ça te tient à cœur. Mais pour débuter cette rubrique, je vais lancer la dernière question surprise. Parce qu'Olivier, quand il nous fait des questions surprises, Olivier Mathieu, il nous fait des triples, quadruples questions surprises. Donc, on va lancer la deuxième question d'Olivier. Vous avez un message. Et la deuxième question, qui concerne aussi l'élection de Donald Trump, c'est finalement la position des femmes en situation de pouvoir, et puis plus globalement, de la situation de la femme avec le retour de l'homme tout-puissant, qui avait peut-être été un peu affaibli par le féminisme exacerbé, et qui aujourd'hui, comme un retour de balancier, voit la femme reléguée de nouveau au second plan. Alors pour une femme entrepreneur comme toi qui a su démontrer qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier ? Comment est-ce que tu l'interprètes ? Merci. Déjà, en fait, puis quand tu vois le nombre de femmes qui ont... Enfin, quand tu vois les résultats des élections et que tu vois en fait le nombre de femmes qui ont aussi voté pour lui, qu'est-ce qu'il faut aussi pour comprendre que ça ne va pas Bon, écoute, non, cet homme tout-puissant, puis c'est fou, hein, parce qu'il y a à la fois deux libertés de parole là qui ont été, tu vois, t'as à la fois les mouvements MeToo, etc., où t'as une beaucoup plus d'éléments d'information aussi qui sont donnés, et puis t'as aussi là une parole masculine qui se rebelle et qui est d'autant plus décomplexée que ça a été de toute façon validé par des gens comme Trump, etc. Tu te dis, mais ça va arriver à quoi cette histoire ? Ça va arriver à une guerre, ça va arriver à... Tu commences à avoir des femmes qui veulent plus d'enfants, tu commences à avoir des femmes qui commencent à dire, alors par A plus B, comment ne jamais se mettre en couple, en fait. Enfin, tu vois, arrêter avec ce concept de la vie à deux, ce qui est triste en soi, tu vois. On tombe dans des extrêmes. On tombe dans des extrêmes. Donc, là, il y a des mouvements sur les réseaux sociaux. Moi, je regarde ça, je regarde ça, je subis ça, ouais. Est-ce que moi j'ai le pouvoir de faire quoi que ce soit ? Et bien évidemment que non. Après, moi j'essaie de montrer en tout cas qu'on peut être, on peut être une femme PDG d'une boîte. Qu'est-ce qu'on estime être un succès là-dedans ? Peut-être déjà cette liberté qu'on a aussi, cette autonomie, cette indépendance. Moi, ce que je dis souvent, que ce soit à mes sœurs ou je dis aux filles, travaillez surtout à votre indépendance, quoi, financière, parce qu'on est dans un monde qui est encore très drivé par tout ça, donc travaillez surtout à ça. Donc j'essaie surtout d'envoyer ce signal de que ça marche pas les boîtes, etc. Regardez surtout ce que les femmes essaient d'entreprendre pour elles-mêmes, cette indépendance qu'elles essaient de se donner, et c'est ça le plus important en fait. Que tu y arrives pas, c'est pas grave, tu réessayeras une prochaine fois. Mais le concept de se dire, je dois être indépendante pour moi-même. Et pour me dire, j'ai envie d'être dans cette catégorie, tu vois, dans quel type de bataille j'ai envie d'être. Mais d'abord et avant tout, je sais que je suis indépendante pour choisir justement mes batailles, quoi. Et c'est ça, quoi, en fait. Et si je peux juste, moi, avoir, tu vois, le fait d'être ici, d'en parler et de redire à quel point l'indépendance pour les femmes, dès le plus jeune âge, c'est d'abord et avant, c'est ça le plus important, quoi. C'est ça aussi, ça devrait être enseigné à l'éducation nationale. Ouais, et tu vois, ça ramène au sujet de l'économie de la maison. Tu vois, l'économie de la maison, qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce qui sort, de quoi tu vas avoir à peu près besoin. Tu vois, le donner de l'argent de poche à ces gosses sans... Et d'ailleurs, pour le coup, moi, je le fais sans trop leur demander de contrepartie, mais tu vois, c'est pas tout le monde qui donne de l'argent de poche, parce que tout le monde peut pas en donner à ses enfants, très clairement. Mais tu vois, justement, si au moins, ceux qui n'ont pas d'argent de poche, qui n'ont pas un petit budget à gérer, si à l'école, on leur apprend quand même, tu vois, l'économie de la maison, de la vie personnelle, ça ramène aussi les petites filles à se dire, la source,
Quelle est la source? Et si la source, elle ne dépend pas de moi, je deviens quoi? Exactement. Tu vois? Et comment on fait? Quoi. Donc, je pense qu'il y a tout ça, tu vois, l'économie de manière générale, sans repartir sur des trucs très théoriques à la française qu'on est bien capable de faire dans l'éducation, revenir sur du très, très terre-à-terre, quoi. Et ça émule l'entrepreneuriat, ça émule la conscience d'une citoyenneté mondiale, ça émule l'indépendance, en l'occurrence pour les petites filles, pour les femmes. Je pense qu'il y aura, tu vois, et c'est terrible de redire que oui, mais tout est lié à l'argent. Bah ouais, mais c'est la réalité, quoi. C'est la réalité. De la guerre. C'est la réalité. Ouais. Vie d'amour et d'eau fraîche, j'aimerais, mais alors on est mal barré là, surtout avec nos nouveaux dirigeants actuels, quoi. Mais c'est Erel Tassin qui a monté MyPhoenix, qui est sur l'éducation financière pour les femmes, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a aussi ce gap où il y a beaucoup de sujets qui sont pris par les hommes et les femmes ne sont pas forcément au fait de tous ces sujets-là, mais ça redonne aussi le pouvoir que de savoir. Exactement, et tu vois, si ça revient sur des troncs communs au plus jeune âge, sans que ce soit très compliqué, mais qui rappellent à quel point la source en entrée doit être la plus indépendante possible. Ouais. Tu vois. Voilà. Et ça marche pour ton pays, ça marche pour ton entreprise, ça marche pour tout, en fait. Oui, c'est toujours le même schéma qu'on retrouve. Ouais. Et ton engagement auprès des femmes entrepreneurs, il est comment? Tu le décrirais comment? Écoute, il est... j'aimerais faire plus. Tu vois, j'aimerais toujours faire plus. En fait, c'est ça le problème, c'est que tu vois, là, quand j'ai eu du temps, j'ai pu investir. J'ai pu passer du temps à aider au démarrage, parce qu'en fait, tu veux surtout... ce qui t'est demandé, c'est pas que de l'argent, c'est surtout aussi du temps de... fais attention à ci, fais attention à... Je sais pas si on peut parler de mentoring ou quoi, mais là, c'est sûr que le temps, je l'ai plus, très clairement. Donc, en fait, donner de l'argent pour l'argent, bien sûr, ça aide, etc. Mais je préfère... Déjà, j'ai le sujet de réalimenter les boîtes actuelles que j'ai. Et puis le temps, le temps est compliqué à gérer, très clairement. Mais je trouve ça chouette. Je trouve que la génération des Laura Beaulieu que tu as reçue récemment, etc., elle est pleine d'espoir et d'optimisme, quoi, très clairement. Oui, très clairement. Jeune femme très intelligente, quoi. Et a une énergie folle. Ouais. La femme est beaucoup plus énergique que l'homme, je trouve. Oui, globalement. Mais parce qu'on a certainement plus de choses à gérer. Ouais. Mais et on compartimente. Ouais, exactement. Ce qui va être décrié parfois, oui, mais quand tu fais du multitasking, tu peux pas être bien sur... ça a aussi d'autres avantages. Et je pense trouve que l'énergie est là quand même. La résilience et l'énergie constante. L'énergie constante, tu vois, elle est là. Et souvent, les femmes me confient au micro que la maternité décuple l'énergie et aussi l'efficacité. Ouais. d'être plus organisée et de délivrer encore plus. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et j'entendais même Clara Luciani hier dire ça dans une interview. Et ah oui. Je me suis dit, voilà, elles ont les mêmes problèmes que nous. Exactement, oui, exactement. Toi, en tout cas, tu as pris le temps de choisir pour clore cet épisode une sista. Je te laisse nous la présenter. Écoute, moi j'ai été assez bluffée, même très bluffée par Flore Vasseur, qui est la réalisatrice, la productrice du film Bigger Than Us, et Fleur, elle a fait tout son cheminement de businesswoman accomplie à New York. Elle a vu les tours s'effondrer, et elle a eu cette espèce elle a eu son moment à elle aussi de se dire, prise de conscience de waouh, tu vois, du gap aussi du monde dans lequel on vivait. Et en fait, Flore, sur tous les sujets climat, etc., a une voix intelligente pour en parler. Celle aussi, surtout, de redonner la parole à toute cette jeune génération qui se bouge pour changer les lignes, et pas que l'Occident pour bouger les lignes. Et donc, je vous invite d'ailleurs à aller voir Bigger Than Us. Et le film, c'est quelqu'un que vous pouvez retrouver aussi. Elle a un podcast très... Enfin, elle est intervenue, par exemple, chez Thinkerview, qui est un très long format aussi. Et c'est incroyable à écouter, quoi. Et donc, je t'invite à l'inviter, parce que c'est une entrepreneure, en fait. Elle a muté, quoi. Elle a déjà muté, Flore. c'est un nouveau type de citoyenne. La citoyenne mutante. La citoyenne, ouais, elle a déjà compris, en fait, tellement de choses. Et voilà, c'est important de les entendre, ces personnes-là. Et si tu avais une question à lui poser, tu lui dirais quoi? Ma question, c'est quel espoir elle met encore dans l'humain, en fait, quel espoir elle a encore, en cet humain, alors elle qui rencontre
qui rencontre vraiment le pire aussi et qui rencontre le meilleur, quoi. Comment est-ce qu'elle arrive à se dire que le meilleur va gagner, tout simplement, parce qu'elle elle connaît une bonne partie de la planète aujourd'hui et des bonnes initiatives qui sont faites par des humains fantastiques. N'empêche que, ils sont rares. Et comment est-ce qu'elle garde espoir en se disant que voilà, cette minorité-là, qui est peut-être une majorité pour elle, mais comment est-ce qu'elle va survivre, celle-ci, quoi. Eh bien, écoute, on lui posera cette question en ton nom. Et avant de se quitter, à Vivatech, tu nous as dit qu'un dance floor, ça s'éduquait. Ouais. Et que tu pouvais passer des heures de curation. Ouais. C'est peut-être mon wellness à moi, finalement. Voilà, c'est la musique, finalement. La musique adoucit les mœurs, ça le guérit. Quand je te dis que je lis aussi ce Meet Me in the Bathroom, là, sur le rock, entre 2001 et 2011, exactement, à New York, c'est important. La musique, elle est centrale. Très, très. Ouais, tu vois, je ne me dis même pas la musique, c'est terrible. Je parle comme une adolescente, je parle du son. Ouais, le son en général. Ah oui, non, mais moi, c'est ma curation. C'est mon samedi, enfin, une partie de mon samedi après-midi, c'est voilà, les playlists, c'est très organisé, très millimétré. Et on ne touche pas à mes playlists Spotify, quoi. Les enfants n'ont pas le droit d'utiliser mon compte, ça pourrait me dénaturer mes algorithmes. Donc, non, c'est très important. Ouais, il y a beaucoup de rock, il y a quand même pas mal d'électro. Je te dis, moi, je suis une énorme fan d'LCD Sound System et que je vais voir en concert. Mes enfants sont venus les voir aussi avec moi. Et ouais, non, c'est important. C'est important, la bonne musique. Tout le monde écoute de la bonne musique, hein, en soi. Mais ouais, c'est important. C'est très, très important. Et toi, tu travailles en musique ? Je travaille un peu en musique, ouais. Ça dépend, pareil. Il y a les moments pour, mais en tout cas, un bon dance floor. Tu vois, à la base, il faut se marier juste pour le dance floor. Faire la grosse fête de mariage, c'est d'abord le bon DJ quand même. Non, mais et c'est ce que je dis à tout le monde. S'il y a bien un budget, pareil, où il ne faut certainement pas économiser, c'est celui du DJ. Parce que si le DJ est pourri, pareil, il faut pas laisser les parents te dire combien ils mettent en budget. Non, tu investis. Tu vois, quand tu l'indépendance financière. Quand tu as la chance de te faire aider par tes parents, n'empêche que cette indépendance financière, tu la gardes pour le DJ, typiquement. Et sinon, Rachel vous propose d'être DJ. Non, mais ça, mais c'est génial. Sur un dance floor, c'est tellement positif, quoi. Pour le coup, l'humain est positif quand il danse, quoi. C'est un truc de dingue. Oui. J'adore ça. Ça. Et puis tout le monde est au même niveau. J'adore ça, mais je dis toujours à mes enfants, c'est terrible d'ailleurs, je leur dis, tu sais, tu pourras... Non, mais c'est terrible d'ailleurs, parce que parfois je leur dis, mais tu pourras être peut-être stupide plus tard ou pas beau du tout si tu sais bien danser. Mais tu as le monde à tes pieds, quoi. Non, j'exagère, mais non, le dance floor est tellement positif, quoi. Franchement. Et ça, t'as le temps ? Franchement. Passer la quarantaine, tu te fais moins inviter sur les mariages, et comme tu vois, les grosses soirées, etc. Vrai. Mais c'est pas grave, faut les faire chez soi. Exactement. Et chez moi, je sais recevoir avec du très bon son. Ah, bon. Donc, si vous passez à Osgore, vous entendez du bon son, vous êtes peut-être près de chez Rachel. Merci Rachel, en tout cas, pour ce long échange. Merci d'être revenue nous voir suite à Vivatech. Et je pense qu'on aura encore l'occasion de se croiser, parce que d'ici là, tu auras de nouvelles claques à nous partager, ou de nouvelles mesures. Positives, j'espère. Positives, bien évidemment. Et de nouvelles mesures présidentielles à mettre en place. Ouais. Merci à toi. Feuille blanche. 40 nuances de Next.